Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, je suis très très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle saison de l'Unipop Art, Littérature et Cinéma, avec un hommage à un cinéaste qui nous est cher, qui vous est cher, non seulement parce que nous sommes pessaquais ou pas loin, et parce que aussi nous sommes tous des cinéphiles. Et voilà, les habitués de l'Unipop ont reconnu la musique de l'Unipop, et j'avais envie de mettre dessus ces images qui, moi, me touchent beaucoup, qui sont des images qui datent de 2006, qui ont été tournées par Cathy Dambel. Vous vous souvenez peut-être de son film Rosière qu'on avait montré en 2008. Voilà, c'est des images qu'elle a tournées. Donc en 2006, je me souviens, j'étais là ce jour-là. Et voir ce portrait de Jean Eustache accroché comme ça, j'ai l'impression qu'on remet un roi sur le trône de son royaume. Et je dis pas ça seulement parce que c'est Pessac, mais c'est aussi parce que c'est un lieu de cinéphilie. Et on aura l'occasion d'en parler, ô combien Jean Eustache était un cinéphile. Alors vous savez que Martin Loeb, le comédien qui joue dans Mes Petites Amoureuses, devait être avec nous. Aujourd'hui, il n'a pas pu. Il s'en excuse être là pour des raisons de santé. On espère qu'il va bien, qu'il va mieux. Et en revanche, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Philippe Azouri. Bonsoir. Bonsoir à tous. Voilà, Philippe Azouri qui nous a fait l'amitié de venir, avec qui on va évoquer l'œuvre puissante et finalement assez courte de Jean Eustache tout au long de cette heure et demie. Voilà, Philippe Azouri, c'est quelqu'un qui est journaliste, qui a été critique de cinéma, au Cahier du cinéma, à Libération beaucoup, aux Inrecuptibles, voilà, et qui est également scénariste. Il y avait un film qui est sorti l'an dernier qui s'appelait El Agua, pour lequel vous avez été co-scénariste. Et puis vous êtes auteur de livres... Et acteur aussi. Et acteur, d'accord. Et puis vous êtes auteur de livres sur le cinéma. On peut parler d'un livre sur Jim Jarmusch en 2017, Jim Jarmusch, une autre allure, ou Filmer, dit-elle, le cinéma de Marguerite Duras en 2014. Également le premier essai français sur Philippe Garrel, qui s'appelait en 2013 Philippe Garrel en substance. En substance, oui. Et, ou encore un film... Cocteau, Werner Schroeter aussi. Werner Schroeter, voilà. C'est celui que je préfère, le Werner Schroeter, avec le Eustache. Qui est sorti en 2010. Et donc, le film, j'allais dire, Jean Eustache, Un amour si grand, donc, qui est sorti en juin dernier aux éditions Capricci. En juin dernier, puisque c'était également la période où les films du Losange ont ressorti l'intégralité de la filmo de Jean Eustache en copie restaurée. Un beau travail. On a passé des films à Pessac, sauf un, La Rosière, mais parce qu'on va le passer l'année prochaine, bientôt. Et donc, ce film, pour commencer, Philippe Azouri, est-ce que ce film, décidément, je veux vraiment appeler votre livre un film? Oui, je le vis pas mal, ça me plaît assez. Dans l'avant-propos de votre livre, vous dites « Ce livre n'est pas une biographie de Jean Eustache, Dieu merci. Ce livre n'est pas non plus une enquête. Ce livre est une rumination. » Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer d'où vient ce livre, hein, pourquoi il arrive aujourd'hui? Ce livre arrive à la place d'un premier livre sur Eustache que j'ai écrit juste après le Jarmusch, je crois, dans les 2 mois qui ont suivi le Jarmusch. J'avais enchaîné un livre sur le Velvet Underground, le livre sur Jim, et j'avais enchaîné un livre, toujours pour Capricci, sur Eustache, qui est un livre que je couvais depuis... Je pense qu'en fait, je peux faire remonter la genèse de ce livre-là. Quand j'étais étudiant à Montpellier. J'ai grandi à Sète, donc voilà, j'étais étudiant à Montpellier. Et quand j'étais étudiant à Montpellier, j'ai voulu faire une maîtrise. Spontanément, je pensais à Eustache. Et il se trouve que je voulais monter à Paris et que ma prof de maîtrise m'a dit « Tu ferais mieux de faire un truc très pointu sur l'histoire du cinéma muet, tu seras sûr d'avoir une place à Paris. » Et elle m'a glissé cette phrase un peu comme ça, comme une sorte de cadeau, je sais pas, empoisonné ou pas. Elle m'a dit « Tu auras toujours le temps de faire un bouquin sur Eustache un jour. » Et pour moi, ça a toujours été ça. Enfin, je fais des livres depuis 2001 maintenant, donc ça fait 21 ans, 22 ans que je fais des livres. Et en fait, le premier livre aurait dû être le Eustache, mais j'ai jamais cessé comme ça de repousser. Et il y a donc 5 ans, en 2017, dans la foulée des 2 que je venais d'écrire, j'ai essayé d'écrire un Eustache. Je l'avais quasiment fini, j'allais le rendre à Capricci. J'ai relu ce que j'avais fait. C'était un livre assez court, contrairement à celui qui est là, qui est assez épais, mais c'était pas prévu comme ça. Et la veille de le rendre à Capricci, je l'ai détruit. Enfin, je n'aimais pas ce livre-là. Je le trouvais complaisant sur des questions liées à l'autodestruction.
Je ne devais pas aller très très bien moi-même, voilà, il faut le dire. Et je le trouvais un peu pris dans une nostalgie un certain milieu parisien, germano-pratin, un peu la coupole, tout ça. Une mythologie. Une mythologie, ouais, et qui est une mythologie qui m'intéresse plus beaucoup aujourd'hui. Enfin, c'est vraiment pas ça qui m'intéresse. Et donc j'ai eu ce réflexe un peu étrange comme ça je l'ai détruit. Il reste rien de ce livre-là, du premier livre dans celui-là. J'ai pas essayé de repartir sur des notes. On a laissé passer 4 ans, 5 ans. Capricci a été très sympa, c'est des éditeurs en or, j'en profite pour glisser ça. Ça fait quand même 10 ans que je travaille avec eux et ils me passent toutes mes folies et tous mes caprices, je réécris tout 3 fois, tout ça. Bon, voilà. Donc ils ont été assez sympas et il y a 1 an et demi, ils m'ont dit, tu sais, c'est peut-être le moment. On ne savait pas que les films allaient ressortir. On s'est dit, peut-être ça y est, c'est peut-être le moment pour toi, pour nous, même pour... Il y a une génération qui arrive, qui a pas vu ces films et qui en entend parler, qui a peut-être un intérêt là-dessus. Et puis on a commencé à travailler et les films du Losange, au même moment, ont fait savoir qu'ils allaient tout restaurer. Je crois je retravaillais depuis 1 mois ou 2. D'ailleurs, moi j'ai été en contact très proche avec les films du Losange au tout début des restaurations. Et voilà, et en fait je suis reparti de ce... Donc c'est une rumination depuis, effectivement... sur 25 années. C'est même une rumination, je pense, depuis le jour où j'ai découvert Eustache à la télévision en 88, lorsque j'ai vu La Maman et la Putain. J'avais 16 ans. J'avais 16 ans, je l'ai enregistré, ça passait très tard le soir. Je l'ai regardé comme on regarde un feuilleton aujourd'hui. J'ai regardé, ça passait le vendredi soir chez Claude Jean-Philippe. Le samedi après-midi, comme j'avais pas école, j'avais 16 ans, j'ai regardé la première heure. Le mercredi après-midi de la semaine d'après, j'ai regardé la deuxième heure. Et le samedi après-midi de la deuxième semaine, j'ai regardé la fin, quoi. Et à partir de là, ça a commencé à monter. Quand Arte, enfin la 7 Arte à l'époque, sur la 3, avait aussi un programme à la fin des années 80. Ils avaient montré Une sale histoire, ils avaient montré Le Père Noël a les yeux bleus. Je crois que Claude Jean-Philippe avait passé aussi Mes petites fréquentations. Il avait passé Les mauvaises fréquentations, les Rosières, Mes petites amoureuses. Finalement, j'avais réussi. Je crois que Les Rosières, j'ai galéré pour les voir parce que c'était trop tôt. J'étais vraiment trop petit quand c'est passé. C'était pas repassé après. Mais Le Cochon, par exemple, je l'avais revu. Enfin, il y a eu un moment de ma vie comme ça où quand je suis arrivé à Paris à l'âge de 24-25 ans, j'avais quasiment tout vu. En même temps, c'est une œuvre maigre. C'est une œuvre dont on ne se remet pas, mais c'est une œuvre... C'est tout petit. C'est une œuvre courte, comme on dit. Courte, ouais, voilà. Mais assez puissante. On va le voir. Ouais. Et donc, dans votre livre, vous réinterrogez un peu toute cette filmographie 50 ans après, si j'ose dire. Et moi, j'aime beaucoup la démarche que vous avez, puisque vous partez des films, et d'une manière assez simple, mais simple est une grande qualité, c'est-à-dire que vous partez de la chronologie. Et moi, j'ai envie de suivre un peu ce mouvement-là, parce que vous dites que vous êtes à Paris à 24 ans, mais je pense que Jean Eustache, c'était dans les mêmes eaux, peut-être. Je crois que Eustache est monté à Paris. Oui. Moi aussi, je montais. Ouais. Les gens du Sud, on monte à Paris. Je crois qu'il est monté à Paris à 19 ans, 20 ans. Il y avait les histoires de service militaire, il y avait l'histoire d'Algérie. Mais surtout, ce qui est hallucinant, c'est qu'il est monté à Paris, non pas pour faire... moi, je suis monté pour essayer de faire des études. J'espérais rentrer à la FEMIS. Ça n'a pas marché. Des choses comme ça. Mais lui est rentré et monté à Paris. Il a travaillé aux ateliers de la SNCF. Voilà, c'est un autodidacte, Jean Eustache. Je crois qu'on ne réalise pas, en fait. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses. Il y a le fait que ces films le racontent. Quand vous allez voir Odette Robert tout à l'heure, si c'est la première fois que vous le voyez, on vient vraiment d'un milieu qui est, non seulement c'est la province, c'est un milieu qui n'est pas du tout un milieu favorisé, c'est pas un milieu avec les armes intellectuelles, il n'y a pas un bagage culturel, le cinéma ne fait pas partie, en tout cas comme art désigné, ne fait pas partie d'un bagage culturel. Et que quelqu'un qui monte à Paris, travaille aux ateliers de la SNCF, il est ouvrier, d'abord fasse cette démarche d'aller à la cinémathèque, commencer à regarder les films de Mizoguchi, de Fritz Lang, on est en 60, 61, se disent que c'est suffisamment beau pour que lui aussi, il veuille faire des films. Si on compare, moi par exemple, je ne peux pas faire mieux que comparer avec moi, je viens d'un milieu qui est nettement plus bourgeois, enfin voilà, plus cultivé, ne serait-ce même que de monter au milieu des années 90 à Paris pour vouloir faire du cinéma en 94, moi je suis monté en 95, à une époque où tout le monde faisait des premiers films. Ça, c'était déjà difficile. Il y a un complexe de classe, il y a un complexe de province, il y a un complexe géographique qui est très très fort, qui est très très lourd, qui empêche beaucoup.
Mais il faut imaginer qu'en 61-62, lorsque Eustache commence à vouloir faire ses premiers courts-métrages, enfin, la nouvelle vague a fracturé la porte depuis 59, c'est-à-dire 2 ans plus tôt. Les 400 coups. Les 400 coups, À bout de souffle, le Beau Serge de Chabrol, Le Signe du Lion de Romer qui est un échec total, Paris nous appartient de Rivette qui ne sort même pas tellement le film et les distributeurs ne veulent pas de ce film-là. Ce type arrive et dit moi aussi je veux faire ça. Enfin, c'est presque et il l'a fait. Je veux dire, ça n'a pas été une démarche purement autodestructrice. Il a vraiment réussi à le faire. C'est de l'ordre du miracle parce que si on regarde bien, là c'est un constat catastrophique parce que je pense que si on regarde aux États-Unis, c'est un peu plus clair, enfin c'est un peu plus varié. Mais les cinéastes qui en France viennent d'un milieu prolétaire, ça n'existe pour ainsi dire pas. Il y a Truffaut. Alors, étrangement, ils s'entendaient pas. Ils se sont jamais entendus. Je pense que Truffaut aurait aimé. Et j'ai peut-être trouvé une raison dans les lettres dont je te parlais, Nicolas. Mais en tout cas, voilà, ils se sont pas beaucoup aimés. Il y a Jean Vigo, mais Vigo, c'est un cas particulier parce que, d'accord, c'est quelqu'un qui, mais son père était un anarchiste politisé. Enfin, Vigo venait d'un milieu prolétaire, mais militant. Son père avait été emprisonné. Enfin, il était porteur carrément d'une légende avec lui. Il y a, je crois, Xavier Beauvois. Il y a Quentin Dupieux, là, je me suis dit qu'il fallait absolument que je rajoute, chaque fois je dis les mêmes, mais Dupieux, son père est garagiste, enfin voilà. Bon, après, Dupieux est devenu une sorte de star dans la techno, donc il a eu d'autres chemins. Ouais. Ça lui permet d'avoir une assise comme ça, de pouvoir dire à un moment je veux faire ça, et on le croit. Mais c'est quand même une démarche qui est extraordinaire. Enfin, c'est extraordinaire au sens fort étymologique du terme, enfin vraiment. Et justement, ce côté atypique et rare de ce parcours, on a l'impression qu'on le retrouve dans son premier film, Du côté de Robinson, donc en 64. Ouais. C'est un film c'est un film court, qui fait 40 minutes. Voilà, 40 minutes. Qui va ensuite ressortir avec Le Père Noël et les yeux bleus qui fera en 66, qui va sortir en 67 sous le nom Les mauvaises fréquentations. Ça fait un programme d'une heure 40 comme ça qui sont des romans d'adolescence, enfin des romans d'adolescence. Et alors des romans de jeunes hommes pauvres. Par rapport à ce que vous disiez sur la nouvelle vague, vous écrivez pour ses débuts, Jean Eustache amène la nouvelle vague dans des recoins qu'elle n'a pas été inspectée. Ça fait écho à ce que vous dites de ses préoccupations. Jean Eustache, quand il parle du Père Noël à les yeux bleus, alors il ne parle pas du côté de Robinson, mais c'est quand même très parlant. Il dit « Il est évident que ce qui se passe dans la tête d'un garçon de 18 ans qui vit à Narbonne n'est pas la même chose que chez celui qui vit à Paris. En ce sens, le cinéma français est un cinéma infirme, censuré. » Donc il a quand même beaucoup... conscience de sa place, enfin de la place qu'il veut ou qu'il occupe. Absolument, il a cette place-là, il en a conscience et elle est revendiquée. C'est pour lui une force, c'est-à-dire faire du cinéma. Alors du côté de Robinson est tourné, enfin le tout premier il est tourné à Montmartre, mais faire vraiment ce qui est, et c'était presque un coup d'essai, mais faire réellement son premier vrai moyen métrage avec des moyens beaucoup plus forts, avec Jean-Pierre Léaud comme acteur. Aller le tourner à Narbonne avec des Narbonnais, enfin avec c'est pas des ados parce qu'ils ont, je sais pas comment on appelle des gens qui ont entre 19 et 22 ans, enfin c'est des jeunes, enfin voilà, ouais. Avec la jeunesse de Narbonne, immerger comme ça, prendre Léo et l'immerger dans cette culture-là, s'assister de son meilleur ami qui était Martinez, qui justement en plus c'était lui de Narbonne, et dans les lettres que qu'on m'avait confiées, après la rédaction du livre, Eustache écrit justement à Martinez: j'ai besoin de toi parce que je veux que la langue soit juste, il faut qu'il y ait un patois, des expressions des mecs de Narbonne. Tout ça, ça ne doit pas être faux, ça ne doit pas être inventé depuis Paris, même par quelqu'un qui vient de Narbonne et qui est parti il y a 4 ans. Ça lui semble déjà trop loin. Il semble déjà impur pour Eustache. Il faut revenir à la pureté, il faut revenir à là où ça a eu lieu. Et c'est presque d'ailleurs, c'est un film de 65 qui déjà se souvient de 1960, 59-60. Et c'est une drôle de nostalgie parce que pour nous, on est en 2023, on regarder un récit qui se passe en 60 ou en 64, 65, on ne voit pas la différence. Pour lui, elle est importante. Il y a une voix off, c'est un récit au passé. À un moment, on voit Jean-Pierre Léaud passer et il voit l'affiche des 400 coups. Oui. Il se regarde. Et ce n'est pas juste un clin d'œil, ça date le récit, en fait. C'est un récit qui est tourné avec la
l'effet de présence très fort du cinéma vérité, Jean Rouge, enfin de tout ce qui venait du néo-réalisme italien, de la nouvelle vague. On a vraiment l'impression de voir, on ne sait pas si on est dans un documentaire ou une fiction, et en même temps c'est un film très écrit, avec une voix off, et qui est un film déjà au passé, qui est déjà un film nostalgique. On va écouter, Nathalie, le premier extrait. C'est une archive filmée par Philippe Garrel, que vous devez connaître, voilà. 16 millions de jeunes. C'est une archive qui a été tournée en 1966. Philippe Garrel interviewe Jean Eustache. Ouais, Garrel a 16 ans, et Eustache en a un peu plus, il en a 25, 26. Voilà. Il l'interviewe dans un café. C'est ça. Il cadre, c'est Garrel qui cadre. On voit d'ailleurs ça. Il cadre à la Garrel très, très près du visage. On voit les yeux bleus de Jean Eustache. Ouais, les yeux bleus plissés, le regard bleu plissé comme ça de Eustache. Voilà, c'est une archive qui a été reprise par Philippe Garrel dans son film Les ministères de l'art en 99. On écoute ce que Jean Eustache a à dire du Père Noël et le Père Noël a les yeux bleus. Voilà. Ça me bouleverse. Il est extrêmement conscient de ce qu'il fait, c'est assez fou, aussi jeune. Et dans votre livre, vous convoquez à ce sujet-là un peu quelqu'un préoccupé par les sans-voix, par les défavorisés. Vous convoquez la figure d'Annie Ernaux. Ouais. En disant que vous trouvez que les textes d'Annie Ernaux, vous avez toujours pensé qu'ils dialoguaient bien avec le cinéma de Jean Eustache. Ouais. Vous pouvez nous expliquer un peu ça ? Ils se sont ratés, puisque Eustache s'est donné la mort en 81. Ernaux a commencé à écrire à la fin des années 70, mais Ernaux est devenu Ernaux au fur et à mesure des années 80, surtout à partir de 84, jusqu'au Nobel cette année. C'est une idée qui remonte à avant le Nobel. Bon, j'ai beaucoup d'amour, d'attachement à Ernaux. Et ça m'intéressait, c'est presque une provocation, parce que précisément sur ce qui aurait dû être le premier livre, celui que j'ai détruit, c'était un livre qui entraînait plutôt Eustache du côté on va dire de Philippe Solers, enfin d'une littérature plus expérimentale, plus parisienne, plus masculine aussi, plus germanopratine. Ernaux, je trouvais qu'il y a quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a la question de la place. Il y a la question du périphérique. Il y a la question précisément, c'est un mot que j'aime pas beaucoup, transfuge de classe, mais malgré tout, quoi, voilà. Il aura beau arriver à Paris, il aura beau faire La Maman et la Putain, Cannes, prix de la mise en scène, le scandale, etc. Jusqu'à la fin, jusqu'aux interviews de 1979, 80, 81, il ne cessera d'interroger sa légitimité. L'idée qui ne sera jamais acceptée par le cinéma. Alors, on peut trouver exagérée cette malédiction, mais je préfère la ramener sur ce qui est finalement là, et effectivement, c'est en germe ici dans l'entretien avec Garrel, c'est qu'il a vraiment à ce moment-là d'ores et déjà posé la question de l'ultra-minoritaire. C'est-à-dire que même dans un cinéma d'auteur, qui est ce qu'on appelait à l'époque le jeune cinéma, dans les cahiers du cinéma vers 65, 66, 67, ce qu'on voyait au Festival d'Évian, il avait gagné le Festival d'Évian, ce qu'on voyait au Festival de Pesaro, etc. Même à l'intérieur de ce cinéma-là, qui était un cinéma effectivement, il le dit, enfin, marqué par des préoccupations marxistes, dont le cinéma de Godard finalement servait de ça, et je dis Godard de façon très consciente, parce que c'est Godard qui a financé le film d'Eustache. En donnant de la pellicule. En lui offrant la pellicule et en payant les frais de labo qui restaient, les trucs de mixage son. Mais lui le pose sur encore plus loin, c'est-à-dire on est déjà dans une marge qui est le jeune cinéma d'auteur, mais cette marge est peut-être un confort, et on va aller là où ça fait le plus mal, c'est-à-dire là où il n'y a pas d'argent, on a faim, on pense qu'à bouffer. On ne pense pas au marxisme. Et c'est vrai, parce qu'il le dit là, mais un peu comme ça tout à l'heure dans la voiture, je te racontais, Nicolas, qu'un bouquiniste m'avait donné 2 semaines après avoir terminé le livre, il m'a offert des lettres que Martinez, qui est donc qui était le meilleur copain d'Eustache à Narbonne, et qu'on voit dans certains de ses films. Qu'on a vu dans Mes Petites Amoureuses tout à l'heure, qui était qui fait le cycle, c'est lui qui... Celui qui a le garage. Ouais, qui fait le frère de José. Et c'est des lettres à Martinez sur toute sa vie. Et quand justement il montre le film à Évian, où il gagne le prix, il raconte à Martinez, il dit, mais il dit, il y avait le critique de l'humanité, qui était Samuel Lachise, qui était un super critique, vraiment un très 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 grand critique des années 60-70. Il dit, le critique de l'humanité très sympa, même si je sais que ça doit l'emmerder, que finalement le personnage de Jean-Pierre Léaud ne soit pas
on ne peut pas dire qu'il n'est pas politisé. Juste, il n'est pas... il ne se rallie pas à un parti politique ou à une ligne. Sa ligne, c'est une ligne solitaire, c'est une ligne de périphérique, de quelqu'un qui est dans une survie quotidienne. Vraiment, il a rien. Et notamment, il se prête à ce jeu. Enfin, ce jeu, on lui propose à Narbonne, à 3 semaines de Noël, de faire le Père Noël l'après-midi pour des photos avec les enfants. Et là, en revêtant le costume du Père Noël, il va apprendre ce que c'est que les puissances du faux, enfin, la puissance du mensonge, la puissance de devenir un acteur, de devenir un personnage, de se masquer, de devenir un autre, et toute la liberté que ça procure, notamment avec les filles. Et vous dites, par rapport à ces premiers films, vous dites que c'est un cinéma sans rêve, aucun humanisme, zéro enjolivement du réel, rien que de la survie. C'est quelque chose qui, à l'époque, même ça, la nouvelle vague ne le faisait pas en vrai. Non. Non, même par exemple, c'est marrant parce que du coup, tu montrais l'extrait filmé par Garel, qui lui pratique à la même époque un cinéma totalement oniriste, qui n'est plus quasiment que des images qu'on a taxées de psychédéliques, mais qui étaient des images rêveuses, presque un peu jungiennes, enfin voilà, dans ce sens-là. Non, Eustache, c'est très 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 concret, quoi. Et ils ne sont pas du même milieu social. Non. Philippe Garel est parisien. C'est un enfant d'artiste. Enfin, c'est vrai. Là-dessus, tous les opposent. Non, c'est étrange. Il faudrait vraiment remonter. Mais le seul dont il aurait pu être très 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 copain, le seul avec qui il s'est pas entendu, c'est Truffaut. Truffaut, on se souvient. Enfin voilà, Truffaut, il n'a pas de parents. Il a pris le douanel de Truffaut. Mais il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a la rivalité. C'est encore valable aujourd'hui. Enfin, 2 cinéastes qui ont le même acteur comme alter ego, ça ne marche pas. Ils ne s'entendent pas. Il y en a un de trop. Enfin, voilà. Donc là, il y avait Léo en trop. C'est Noël Simsolo, qui est un grand critique comme ça, surtout des années 70-80, qui dit qu'ils avaient aussi, ils avaient pour meilleur ami Jacques Rivette, tous les deux. Et l'amitié de Rivette, c'est quelque chose, c'est-à-dire qu'on est amis de Rivette et on défend Rivette, on protège Rivette. Parce que Rivette, c'était quelqu'un à la fois très fort, mais très fragile psychologiquement. Donc ils avaient cette amitié commune pour Rivette. Ils avaient donc Jean-Pierre Léo entre eux. Ils avaient cet amour fou du cinéma. Et l'une des raisons pour lesquelles ça n'a pas marché, je crois que je l'ai trouvé dans les lettres justement à Martinez, parce qu'il dit, dans une des lettres préparatoires pour le Père Noël à les yeux bleus, il lui dit « Je vois Truffaut demain, on verra bien », pour faire produire le film. Et le film, il est produit par Godard, il n'est pas produit par Truffaut. Je pense que Truffaut a dû dire non, ou n'a pas répondu, ou a laissé mariner, et il ne l'a jamais accepté, il ne l'a jamais avalé. Je pense, ça n'a jamais été dit ailleurs, moi je m'en suis aperçu vraiment trop tard après le livre, mais ça n'a jamais été dit ailleurs. Mais il y a des trucs très violents, quand il tourne La Maman et la putain en 73, Bernadette Lafont, qui est dans le film, arrive du tournage d'Une belle fille comme moi, qui est tournée à Sète d'ailleurs. Donc elle va directement de Sète à Paris et elle va tourner elle fait, je sais pas, 6 jours ou 8 jours dans La Maman et la putain. Et la première chose que lui dit Eustache, elle s'approche de lui, je lui dis « Va te doucher, t'empestes le Truffaut ». Ambiance. Mais ça en dit long, vraiment, à quel point ils étaient tellement sans doute proches, les mêmes avis. Autant il a toujours eu de l'affection pour Godard. Piala, vous l'avez vu si vous avez été dans Mes petites amoureuses. Même s'ils n'étaient pas réellement copains, Piala le connaissait très peu, mais il y avait un vrai amour pour Piala, un vrai amour pour Rosier. Une grande amitié avec Moulet. Moulet a un peu produit ses films. Duras, il a beaucoup fréquenté Duras. Duras l'a beaucoup aidé à des endroits, à des moments. Enfin, ils ont vraiment un moment entrecroisé. Garel, de loin en loin, il ne pratiquait pas la même chose. Mais Garel est devenu un héritier d'Eustache après, une fois qu'Eustache s'est suicidé. Il a pris en charge un peu le truc. Mais Rivette, oui, parce qu'à l'époque où Eustache n'avait plus du tout un rond pour faire ses films, entre 66 et 71, André Labarthe et Rivette l'ont engagé comme monteur sur les émissions sur Jean Renoir que tournait Rivette. Il a fait d'autres émissions aussi pour Labarthe. Il y avait toute une bande comme ça autour de Marco, avec Les Idoles, qui en a fait un monteur aussi. Moulet, il a pris comme monteur pour Billy the Kid. Il y a eu 5-6 ans où il était monteur de films pour pouvoir... parce qu'il pouvait pas... Il
avait 30 ans, c'est juste après le Père Noël. C'est entre le Père Noël et finalement la maman Numéro 0. Non, même la maman et la putain. Il y a un moment où il fait des films qui sont ultra minoritaires, il fait des coups comme ça. Numéro 0 que vous allez voir après, c'est un film qu'il a tourné, mais qu'il ne voulait pas montrer. Enfin, il l'a tourné en une après-midi. En 71. En 71. Il ne l'a pas monté parce que la version 2 heures, c'est vraiment les... 2h05 de tournage et... 2h04 de film, parce qu'il a enlevé les amorces. Et il voulait faire juste une projection pour 10 personnes. Il y avait une projo et c'est fini. Et ne sont venus que 9 personnes. Il y a quelqu'un qui n'est pas venu. On n'a jamais réussi à voir. Il y avait les Straub sont venus, Rivette est venu. Il y a quelqu'un qui n'est pas venu. Je ne sais pas qui était la liste des invités, ne nous a jamais été communiquée. Et après, il a dit c'est bon, c'est fini. Ce film-là, je l'ai fait pour moi, de façon égoïste. Aujourd'hui, heureusement, ça. Ouais. Heureusement, on en profite. Ouais. Et justement, pas égoïste du tout. Dans ton livre, Avant la maman et la putain, dont évidemment on va parler, puisque c'est le film un peu le plus emblématique, on va dire. Mais entre Le Père Noël et les yeux bleus et La maman et la putain, donc entre 66 et 73, tu dessines un parcours il y a plusieurs films qui sont autant de prototypes. Ouais. Donc il y a La Rosière de Pessac en 68. Le premier. Donc, il ne sait pas encore qu'il va en faire un. Voilà. Il se lance dans l'idée d'en faire un tous les 10 ans. Bon, la mort contredira le projet à long terme. Il y aura 2 épisodes. Il y a 68 et 79. Voilà. Et puis Le Cochon en 70, qui est un court-métrage. On va Le Cochon, ça dure 1h05. Ah non, c'est long. C'est co-réalisé avec Jean-Michel Barjol, un cinéaste documentariste qu'on dit canadien parce qu'il a fait l'essentiel de sa carrière au Canada, mais il est né à Marseille. Et Barjol faisait pas du tout le même type de cinéma que Eustache, et ils avaient décidé de s'associer tous les deux, de filmer le même événement avec à 2 caméras, 2 micros. Eustache ensuite montait le tout à 50-50 quasiment, et pour dénoncer la notion d'auteur. Voilà, c'est là où je voulais en venir, par rapport à la nouvelle vague, qui est la politique des auteurs. Et là, tout d'un coup, ils tentent des choses qui sont un peu à contre-courant, si j'ose dire. Oui, et c'est fou, parce que on peut tenter des trucs à contre-courant, mais en général, c'est juste contre... Enfin voilà, c'est pas notre famille d'idées, c'est pas notre famille de cinéma. Un truc où vraiment tu dis, c'est des cons, ils aiment tel truc, ils aiment tel machin, je les aime pas, je vais faire l'inverse. Lui, il est vraiment né... sa cinéphilie, c'est la cinéphilie, c'est même pas infragénération de la cinéphilie, ça se joue à 3 ans près. Quand il est arrivé, la Godard, Chabrol, Truffaut tournaient déjà. Donc en fait, il est arrivé quand la Cinémathèque était tenue, c'est vraiment comme un parti politique, elle était tenue par Rivette et Boucher. Et Romer. C'était les 3 qui tenaient vraiment... c'était eux qui disaient ça c'est bien, ça c'est pas bien, qui donnaient les idées après. Et il y avait effectivement Moulet, Eustache, Fieschi, qui ensuite a fait plein de documentaires sur le cinéma qui sont assez passionnants. Des gens comme ça, qui ont suivi. Et pour eux, c'était... et Douchet, voilà, j'ai oublié, je crois que je n'ai pas cité. Et c'est surtout Douchet, Jean Douchet, qui était le maître à penser de Eustache, qui allait l'écouter au Cahier du cinéma, parce que la femme d'Eustache l'entrée par effraction de Eustache dans le petit milieu de la cinéphilie, c'est une histoire géniale. C'est que donc lui, il monte à Paris, il bosse aux ateliers de la SNCF, donc pas du tout un milieu où habituellement les gens le soir vont voir des films de Mizoguchi. Et sa femme, Jeanne Delos, trouve un travail de secrétaire de rédaction au Cahier du cinéma. Donc là, il commence à fréquenter la Cinémathèque, il voit les films, et puis il commence à aller chercher sa femme d'abord à 18h30, puis des fois il arrive à 18h, puis il arrive à 17h30, puis il arrive à 17h, puis il arrive à 16h30, et à un moment, Douchet se dit, on s'est aperçu qu'il était là toute la journée. Il n'allait plus travailler, il avait fait le truc comme ça. Et il disait rien. C'est-à-dire que c'est ça il disait tous, il écoutait. Il était dans un coin, il écoutait, et il comprenait tout, parce que quand on relit les textes justement de Jean Douchet sur Murnau, sur Fritz Lang, sur Mizoguchi, pour prendre ces 3 auteurs-là qui étaient vraiment qui sont les grands auteurs de Eustache cinéphile, il a complètement appliqué ce que Douchet avait tenté de déceler chez ces auteurs-là. Il l'a pris pour lui, il l'a intégré, il l'a digéré, il l'a ensuite mis dans sa vie, dans la façon de mettre en scène sa vie, puis ensuite de mettre en scène ses films. Ce qui devient un moment inséparable. D'ailleurs, les films et l'homme, à ce moment-là, se confondent. Et ça devient très beau, et ça devient aussi très, très risqué. Mais oui, il est complètement
c'est un enfant total de la politique des auteurs des cahiers. Et dès qu'il se met à faire des films, il dit mais finalement, c'est complètement con. Du moment que la caméra tourne, le film se fait. Que je sois là, que je ne sois pas là, cette histoire d'auteur, ça ne tient pas. Alors que c'est le maxi-auteur, Eustache. Il n'y a pas, pour un cinéphile, en plus les films étaient invisibles pendant 25 ans, donc ça rendait ça donnait une aura encore plus belle. Mais l'invisibilité, le manque accroît le désir. Mais quand même, c'est vrai que lui, qui est la quintessence même de la position de l'auteur, et même de l'auteur maudit, il faut faire gaffe avec ce truc-là d'auteur maudit, a aussi travaillé des films à ironiser sur la question de l'auteur, et à essayer de la contredire tout le temps. Et tous ces films, à partir de là, vont se faire comme ça. C'est-à-dire que immédiatement, dès qu'il réussit quelque chose, le film d'après, il va essayer de le mettre en question, de poser un point d'interrogation dessus, de le casser, de s'en moquer même, ou de pousser encore la question plus loin, jusqu'au vide. Enfin, jusqu'à un moment où on se demande même, un geste a fait qu'il n'a pas voulu aller plus loin, mais l'œuvre est presque achevée. C'est ça qui est difficile même à formuler là, même pour moi, mais même à l'intérieur du livre. Si le livre est chronologique dans l'analyse des films, c'est que l'œuvre montre un cheminement qui arrive jusqu'à une sorte de béance où on ne sait plus du tout ce qu'il peut y avoir après. Il a complètement quadrillé toute la géographie des questions théoriques du cinéma, de l'objet cinématographique lui-même, cette chose qu'il aimait tant, qu'il aimait d'un amour absolu, et qu'il a aussi essayé de détruire constamment. C'est un amoureux complexe. Et justement, dans ce cheminement, justement, quand il arrive en 71 avec Numéro 0, le film sur sa grand-mère, il appelle ce film Numéro 0. Ouais, parce que c'est un prototype. Mais tous les films d'Eustache sont des prototypes. Même La Maman et la Putain, dont on peut dire c'est le plus beau film du monde, c'est le chef-d'œuvre. C'est un prototype de tout ce qu'il ne faut pas faire comme un premier film. C'est-à-dire si vous êtes un jeune cinéaste et que vous faites en premier long métrage un film de 3h25 en noir et blanc, 3 personnages entre le Flore et 2 appartements qui ne font que parler, c'est pas aidant. C'est pas gagné, quoi. Et il ne l'a fait que dans l'optique de faire précisément tout ce qu'il ne fallait pas faire. Et alors, moi, il y a quelque chose, j'aimerais revenir là-dessus, sur Numéro 0. C'est un emmerdeur carré, quoi. C'est génial. La conversation qu'il filme avec sa grand-mère, en intégralité, sans couper, comme tu disais, en fait, elle a déjà eu lieu. Oui. Et ça, c'est assez troublant. En fait, elle est réitérée devant nous, devant la caméra. C'est quelque chose de très important, ça, dans ce film qu'on verra tout à l'heure. C'est très important. De la même façon que Le Père Noël a les yeux bleus est un film de 1965 tourné avec les outils du cinéma vérité et qui en fait est un film déjà au passé, déjà nostalgique. Tous les films quasiment d'Eustache sont des films qui reprennent quelque chose qui a eu lieu. C'est-à-dire qu'il a assisté à quelque chose et il se dit pourquoi j'ai pas une caméra à ce moment-là, et il tente de le refaire. Ou alors, c'est le cas par exemple du petit film sur Jérôme Bosch, on lui raconte, il n'est pas là ce soir-là, on lui raconte que son copain Jean-Noël Pic commence à délirer sur un tableau de Bosch. Il est fou furieux d'avoir raté ça, et il convoque un film pour re-entendre la même chose. Une Sale Histoire raconte ça, et même 2 fois. Et oui, effectivement, et il le dit, c'est ce qui est très beau, vous allez voir dans Numéro 0, c'est qu'il se retrouve vraiment, c'est 13h, 13h30, puisqu'on voit l'un des 2 enfants d'Eustache, c'est Boris, qui part à l'école, qui fait un bisou à sa grand-mère, et on est à l'heure du café, enfin c'est vraiment, c'est le café. Et du whisky. Et du whisky, ils sont rue Nollet parce que Odette Robert vivait chez Jean Eustache. Odette Robert est enterrée avec Jean Eustache. C'est aussi il n'y a que sur cette tombe-là, qui est un cimetière à la porte de Paris, il y a sa grand-mère et lui. Et quand on l'avait entendu là, ça m'a beaucoup frappé là, dans l'extrait filmé par Garel, c'est qu'ils ont la même voix. Ils ont exactement, vous entendrez, vous allez l'entendre, Odette. C'est pas simplement le même accent, ils ont le même phrasé. Il y a un amour fou pour sa grand-mère. Qui était de Pessac. Enfin, vous allez voir l'histoire. Elle vous sera racontée. Et si vous avez vu Mes petites amoureuses avant, donc vous savez une partie de tout ça. Mais donc oui, c'est un après-midi rue Nollet, c'est 13h30. Il y a encore un peu des miettes, elle fait ça comme ça, moi j'aime bien. Un truc comme ça. Il y a le café, il y a un peu de whisky parce que ça l'aide à parler. Et puis il aime beaucoup ça, Jean, le whisky.
Il y a la lumière qui décline progressivement, parce qu'en 2 heures, c'est pas la même, dans une rue du 17e arrondissement à Paris, c'est pas la même luminosité. Et en 2 heures, il fait passer une vie. Et puis pas n'importe quelle vie, enfin la vie d'une femme. La vie d'une femme, c'est une vie dure, enfin voilà. On traverse un siècle de la vie d'une femme d'une façon qui est extraordinaire. Il ne la coupe jamais, sinon pour changer de bobine. Il la laisse parler, il la guide à peine de temps en temps, un peu pour sortir de certaines ruminations. Et il se laisse happer par le pouvoir absolu de ce que c'est que de... C'est un truc magique. C'est pas si facile de filmer la parole au cinéma sans emmerder les gens. C'est même très compliqué. Mais quand on est un grand conteur, et c'est un très grand conteur, et quand on filme des gens comme Jean-Noël Pic ou Odette Robert, qui sont des conteurs nés, il sait il sait ce qu'il a appris chez Guitry ou chez Jean Renoir. Enfin, c'est-à-dire il suffit à ce moment-là de laisser la caméra tourner. C'est pas la peine de faire des images derrière, de vouloir adapter, de faire des adaptations de récits. Laisse le récit se dire. Laisse le récit se faire sous ses yeux. Et c'est le cinéma, mais à puissance absolue. C'est pas du tout un cinéma infirme à qui il manque une image. C'est pas un récit qu'il va falloir tourner. C'est le cinéma dans sa beauté la plus pure. Mais c'était déjà aussi une interrogation du pouvoir du cinéma. Enfin, une fois de plus, ça n'a jamais de toute façon tourné que ça. Chaque film est une manière d'interroger le cinéma comme objet, mais comme objet d'amour, quoi. Alors on va l'écouter, Jean Eustache, dans un extrait d'un documentaire INA de 1973, avant d'aborder La maman et la putain. Donc, la maman à Cannes. Voilà, à Cannes. Donc c'est 10 ans après ses premiers films. Donc juste après, il a fait Numéro 0. Et, c'est le premier long métrage officiel. Voilà, premier long métrage officiel. On écoute tout de suite. Je le trouve très touchant là, dans cette liberté de l'artiste comme ça qui traverse ça. Quel a été l'accueil du film à Cannes et puis par la critique? On a l'impression, quand on vous lit, que personne n'a vraiment compris devant quoi ils étaient en fait. Il est toujours bouleversant, ça c'est une première chose. Il y a même des entretiens à la radio vers 78, 79 où il va pas bien, mais qui sont prodigieux. Il existe il n'y a pas que mon essai mais il existe un essai qui a été fait par Alain Philippon, un critique des cahiers du cinéma en 86-87. Et dans cet essai, on retrouve 3 ou 4 entretiens que Eustache a donnés, 2 au cahier, puis 2 autres pour des revues. Et c'est des entretiens. Moi, c'est par exemple quand je voulais faire du cinéma, que j'avais 24 ans, je me suis dit, il y en a un où il est alité, il regarde des choses au magnétoscope, il regarde des films de Piala, il regarde des films de Von Stroheim, des films de Guitry, des films de Renoir, des films de Fritz Lang, et il raconte, c'est la meilleure école de cinéma que vous puissiez avoir. Et puis il y a un autre entretien qui est un entretien sur une sale histoire, il raconte comment il a produit le film, et il fait tout un cours d'économie du cinéma, de production de cinéma. C'est le meilleur cours d'économie que la FEMIS pourrait filer à des apprentis cinéastes. C'est vraiment, tous les entretiens sont beaux. C'est une vraie, moi déjà, sa voix me touche et me bouleverse, mais je trouve qu'il est, il a quelque chose de, il y a une sincérité à vivre qui est, il est pas en promo, quoi. Il est pas en promo, il radote pas des trucs. Et oui, alors l'accueil de La maman et la putain, c'est légendaire, parce que c'est pas l'accueil du film seul, d'abord. C'est que cette année-là, en 72, l'année d'avant, Cannes avait choisi 3 films français, comme c'était à l'époque la limite était 3, maintenant je crois qu'ils sont un peu plus au-dessus, ils peuvent pousser à 5 ou 6, en compétition officielle, hein, pas dans les parallèles. Il a 3 films français sont pris, les 3 films de 72 étaient tous nuls, je ne sais plus ce que c'était, mais c'était vraiment, la critique avait fait la gueule. Et du coup, Cannes avait un peu redressé le tir. Cannes n'était pas encore aussi ce qu'il est aujourd'hui. Il avait demandé à un comité qui était dirigé par Christian Bourgois, l'éditeur, d'essayer de chercher des choses un peu plus intéressantes. Et ils avaient pris 3 films. Ils avaient pris La planète sauvage, qui est un film d'animation de René Laloux, d'après un roman de Stéphane Wool, qui est très très beau, très étrange, comme ça, un film d'animation qui reste encore à part. Mais surtout, ils avaient pris La grande bouffe de Marco Ferreri et La maman. Et je crois que La maman est passée le vendredi, La grande bouffe a dû passer le samedi ou le dimanche.
la première semaine de Cannes, quand on est critique, on sait que ça, c'est-à-dire que la couleur ou la tonalité de ce que sera l'édition du festival, c'est plié. Enfin, ça se joue. Si c'est un Cannes réussi, on le sait en 3 jours. Si c'est un Cannes scandaleux, on le sait en 3 jours. Si c'est un Cannes merdeux, on le sait en 3 jours. Et là, ça a été le Cannes du scandale. D'une part, parce que dans le Ferreri, donc, ils se suicidaient, les gens se suicidaient en bouffant et dans une sorte d'orgie. Et parce que chez Eustache, il y avait ce geste radical et bouleversant, d'abord donc de filmer, on disait 3h30, noir et blanc, un triangle amoureux, mais d'aller dans l'intimité des draps avec eux, mais sans être pornographique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un instant, c'est un cinéma d'une pudeur absolue, il n'y a pas une image porno chez Eustache, bien qu'on l'ait accusé d'être un pornographe tout le temps, il n'y a pas une image, il n'y a pas un sexe, il n'y a pas un truc un peu gynécologique ou quoi, ok, non, ça ne passe que par les mots, que par la parole, mais la parole met le spectateur dans un tel degré de danger, face à l'intimité, face à ce qui est dit, face à ce que surtout une femme ici dit pour la première fois. C'est pour ça qu'Arnaud, moi, c'est pas un truc, c'est pas un caprice, c'est quelque chose que je pense qu'il y a des résonances. Elles sont complexes, elles sont pas si évidentes, mais il y a des résonances. C'est ce que dit une femme. Au bout de 2h30, pendant 2h30, on entend un homme parler, et puis la dernière heure, c'est la femme qui parle. Et la parole de l'homme s'effrite. C'est la femme qui prend toute la place. Et ce qu'elle dit est encore aujourd'hui difficile à comprendre. 50 ans après, les gamins qui ont 24, 25 ans aujourd'hui, d'une certaine manière, ils expérimentent ce qu'elle voudrait dire. Sans en être sûr non plus, personne ne sait. Elle va au-delà. Et ce film-là a fait que, je crois que quand ils sont sortis, quand ils ont descendu les marches, les gens leur hurlaient des trucs dessus. Moi, je pensais que c'était l'émission que tu avais montré, Nicolas, mais parce qu'il y a une suite. Il y a dans les archives INA de cette époque-là, il y a le soir même, ils sont à la télé, et il y a des critiques, il y a des gens, les gens les insultent. Les gens disent, avec des critiques qui sont quand même incroyables. On dit c'est long, c'est ennuyeux, qu'est-ce que c'est prétentieux, ça bavarde, des trucs un peu comme ça, presque écrits d'avance. Mais il y a des critiques qui disent à certains endroits, ce film n'est pas écrit. Enfin, qui a fait les dialogues de ce film? C'est pas possible. Aujourd'hui, c'est considéré, le scénario de La Maman et la Putain est considéré comme un des grands textes de la littérature, pas du cinéma, pas des scénarios, de la littérature, sur le dialogue amoureux. On a Sade, voilà. On va tout de suite écouter Françoise Lebrun qui parle du texte, justement, génial. Et qui explique qu'il n'y a pas une seconde d'improvisation dans La Maman et la Putain, justement. Je trouve ça fou encore, ce mélange entre une écriture aussi exigeante et exigée de la part des comédiens, et en même temps cet aspect très vériste, très sur le vif. On est entre le vrai, le faux, on ne sait plus. Puis est-ce que vous pouvez nous parler du projet du film, quand même, qui est très mélangé avec Jean Eustache dit pardon, c'est le seul de mes films où le passé ne joue pas. Il correspondait à ma vie au moment même où je tournais et l'a recoupé de façon parfois tragique. Il faut raconter en fait le projet. C'était pas censé être le premier film, le premier long métrage de Jean Eustache. Le premier long métrage de Jean Eustache, le scénario était prêt, il rentrait en ce qu'on appelle en préparation, c'est-à-dire avec un premier assistant qui était Luc Béraud. Luc Béraud avait rendez-vous avec Eustache pour travailler sur Mes petites amoureuses. Il avait le scénario, il commençait à repérer, voilà, déjà, qu'est-ce qu'il faut essayer de faire un plan de travail, budgéter tout ça. Et lors du premier rendez-vous, Eustache lui a dit « Je ne veux plus tourner Mes petites amoureuses, je viens d'écrire ça ». Ça, c'est donc La Maman et la Putain, c'est un énorme scénario. Le scénario, c'est 80 pages habituellement, celui-là doit en faire quasiment 200. Je pense que Béraud a pâli. Les producteurs étaient au courant, enfin ils étaient au courant depuis quelques jours à peine. Ce qui s'était passé, c'est que quelques semaines avant de rentrer en préparation, Françoise Lebrun, qui vivait avec Eustache depuis 1966, qui était sa fiancée depuis 1966, a quitté Eustache. Et Eustache vit à ce moment-là avec une femme qui s'appelle Catherine Garnier, qui sera la costumière de La Maman et la Putain. Il faut suivre. Voilà, il faut suivre parce tout que est mélangé. Vous allez voir, mais les précisions ne sont pas pour ça.
Et au moment où Eustache commence à écrire le scénario de La Maman et la Putain, il a en tête de vouloir écrire un film pour Françoise Lebrun, qui est prof de français, qui n'est pas du tout actrice. Elle a fait des petites apparitions comme ça chez Jean-Claude Biette, chez Arietta, mais c'est pas une actrice profondément, c'est quelqu'un qui a un boulot dans l'enseignement, très très bonne prof de français. Et il va donner son personnage, l'équivalent de son personnage, enfin son alter ego, ce sera Léo, une deuxième fois. Et au moment où il commence à écrire ce qui est censé être la première scène, lorsque Jean-Pierre Léaud va chercher Isabelle Weingarten, puisqu'en fait le personnage qui est inspiré de Françoise Lebrun, ça n'est pas Véronica, c'est Gilberte, le personnage, la première femme que l'on voit dans le film, la prof de français qu'il va chercher devant le lycée. Ce jour-là, Eustache Françoise Lebrun, Gilberte n'a pas voulu, en tout cas, d'Eustache, et Eustache a décidé de tomber amoureux de la première fille qu'il verrait. Et la première fille qu'il a vue, c'était une infirmière de l'hôpital Lenner, polonaise, qui ne s'appelait pas Véronica, mais pas loin, et elle est rentrée dans sa vie. Et au fur et à mesure, il a écrit. Il a écrit ce qui se passait. Mais il l'a écrit, on a vu là dans l'extrait, je ne me souvenais pas de cet extrait, c'est génial. Oui, je peux vous le réciter comme ça, c'est un peu comme une bravade. Mais en fait, Eustache souffrait d'hypermnésie. C'est l'inverse de l'amnésie. C'est-à-dire qu'il lui suffisait de lire une page de Proust, et une fois, il l'a mémorisé totalement. Et Dieu sait s'il a lu Proust. Et Dieu sait s'il a lu Proust. Mais tout ce qu'il a lu, il l'a mémorisé. Beckett, Céline, il l'a mémorisé. Et ça rend la vie impossible, l'hypermnésie, parce que vous ruminez, enfin, vous n'effacez pas, mais ça a produit ici quelque chose qui a rendu, si vous voulez, un geste qui peut choquer dans sa démarche, parce que c'est un geste d'un vol, en quelque chose de magnifique. Je m'explique. C'est que donc, au fur et à mesure, donc, cette histoire-là devenait compliquée. C'est-à-dire qu'il est amoureux de Gilbert, il est amoureux de Gilberte, il vit chez Marie, qui est Catherine Garnier, et il tombe amoureux de Véronica. Donc ça fait 3 femmes, hein, quand même. Donc il y a beaucoup de disputes. Et qu'est-ce qui se passe dans ces disputes? C'est que quand elles ont lieu, où alors on dit qu'il a mis des magnétophones pour enregistrer, mais souvent, ce qui est quand même personne n'a réellement eu la preuve. Par contre, ce qu'on sait, c'est que immédiatement, dès que la dispute avait lieu, il descendait au café et il notait tout. Il transcrivait de mémoire exactement ce que les femmes lui disaient. Alors ça peut paraître, on dit mais c'est dégueulasse, enfin, voilà. Mais surtout le magnétophone, c'est dégueulasse. Mais ça a permis chez lui un geste magnifique, c'est-à-dire 6 mois, par exemple, je me dispute avec ma copine, et que je décide demain ou après-demain de faire de cette dispute une scène de cinéma. Je vais le faire de mémoire, j'ai pas une très bonne mémoire, je vais forcément réécrire, et plutôt à mon avantage, je vais tirer à moi, enfin ce sera ma version. Lui, ce qu'il livre est quasiment un carbone de ce qui a été dit. Et ce qui a été dit, il ne le comprend pas. C'est ça qui est juste absolument sublime, notamment dans la dernière heure de La Maman et la Putain, c'est que le monologue a été dit, et ce monologue-là, il ne le comprend pas. Il sait que ça le regarde, il sait que ce que lui dit Véronica, en tant que femme, à Alexandre ou à Jean Eustache, garçon, c'est important, c'est décisif, qu'il va lui falloir une vie encore ou des années pour comprendre ce qu'elle a voulu dire ce jour-là, et il faut le restituer. Non, parce que c'est une énigme, et que cette énigme-là le divise. Et c'est ça, et son trajet est là. Et il livre donc une parole qui n'est pas une parole qui est réappropriée par un garçon. C'est le décalque même de cette parole-là. Et d'un coup, une parole de femme dans un film émerge. Au bout de 2h30, et elle occupe la dernière heure. Et elle n'est pas interrompue. Et elle va jusqu'au bout, elle va jusqu'à l'épuisement, jusqu'au vomissement, jusqu'au dégoût, mais elle va jusqu'au bout de son cheminement. C'est magnifique, parce qu'il le fait jouer à Françoise Lebrun. Quand on connaît un peu du coup les clés du film, quand Françoise Lebrun dit « c'est pas du tout moi, Véronica ». À chaque interview, les interviews de Françoise sont géniales, c'est quelqu'un qui a une approche folle de ce personnage-là. Mais elle a joué sa rivale. Et même Bernadette Lafont, qui joue dans le film, a été à un moment la maîtresse d'Eustache alors qu'il était avec Françoise Lebrun. C'est-à-dire que tout ça, et avec un jeu de rôle, et Catherine Garnier qui maquillait les 3 femmes. Ça rend dingue, enfin, je veux dire, c'est un jeu dangereux.
voilà, enfin, le risque du film, il n'est pas que esthétique, il est dans un jeu qui est quand même, qui est pas loin, enfin, qui flirte et pas qu'un peu avec la perversité. C'est pardonné uniquement parce que il y a la destruction, il y a l'effritement du personnage masculin. Si le personnage masculin était finalement celui d'Alexandre, enfin, si Eustache était celui qui s'en lavait les mains, baisait tout le monde et partait gagnant royal au bar, ce serait un film dégueulasse. Ce film serait non seulement en plus, enfin, déjà, enfin, une manipulation. Ça n'est beau que parce qu'en fait, celui qui perd, celui qui devient risible, qu'on n'entend pas, au fond, c'est Eustache lui-même. C'est pas la victime, c'est la chute. Enfin, il y a la chute de ce personnage-là. C'est un cinéaste qui a toujours marqué des divisions. Il a fait 2 fois les mêmes films, enfin, La Rosière 68, La Rosière 79. Il y a le diptyque d'Une sale histoire. Le Jérôme Bosch, c'est un triptyque. Enfin, mais c'est quelqu'un qui a marqué la division jusque dans l'inscription même de ce que c'est faire un film. Et quand on parle justement du caractère de vérité, il est réel, parce qu'en fait, effectivement, restituer la parole d'une femme, qui est une parole magnifique et énigmatique à ce moment-là pour lui, c'est la restituer au plus haut, c'est-à-dire c'est penser que c'est le plus haut de la littérature. Alors que lui-même ne parle qu'avec les mots des autres, puisque c'est un sampling permanent de phrases de bataille. C'est plein de citations. Alexandre, le personnage d'Alexandre ne parle que par citation. Elle parle vrai. Il n'y a plus de semblant dans ce qu'elle dit. Elle le met devant une vérité, devant une pensée, devant une parole, devant une façon de parler, devant une articulation. Ce qu'on sait, c'est que je crois que Françoise Lebrun n'avait pas rencontré le modèle de Véronica, qui fait une apparition dans le film. Elle a dû la rencontrer 1 fois ou 2, mais au moment de préparer le film, elle ne l'a pas rencontrée. Et Eustache lui a fait écouter des cassettes, lui a fait écouter sa voix. Et on sait que Françoise Lebrun ne voulait pas entendre parler de cette femme, ce qui est normal. Enfin, voilà, on se met tous dans tout ça est quand même très, très à vif. C'est l'espace de quelques mois, ces séparations, ces tentatives de réconciliation, etc. Et accepter malgré tout de jouer. Il faut avoir une intelligence, quelqu'un qui n'est pas actrice à la base, mais une actrice complètement folle, enfin, d'accepter de jouer les mots et la voix d'une autre. Il y a une archive, hélas, moi j'ai eu accès, mais elle n'est pas libre pour l'instant, mais je pense qu'un jour ou l'autre, ça finira par revenir. C'est une interview de France Culture, de Françoise Lebrun, en 85, chez Claude Jean-Philippe, qui avait une émission sur France Culture, 1 fois par semaine. Elle n'a jamais revu le film depuis le suicide d'Eustache. Elle n'avait pas revu le film depuis 73. Donc ça faisait 12 ans, et le suicide d'Eustache en 81 l'avait réellement empêché de revoir le film. C'était beaucoup trop douloureux pour elle. Elle accepte de revoir le film. Et elle en parle avec une jeune cinéphile à l'époque, qui va devenir la plus grande chef-op de sa génération, c'est Caroline Champetier, qui faisait un peu comme ça, qui participait à cette émission de Claude Jean-Philippe. Et c'est très très beau, parce qu'elles s'engueulent toutes les deux. Elles s'engueulent sur ce que veut dire Véronica. Et les deux ont raison. Mais il y a toujours chez Françoise l'idée que Véronica détruit ce qu'elle touche. Que Véronica, oui, c'est une parole de femme qui se libère, c'est une parole de femme qu'on entend enfin, c'est un surgissement de quelque chose, mais jamais pour Françoise, le personnage de Véronica ne sauvera ce monologue qui en plus marquera Françoise toute sa vie. Enfin, je veux dire, c'est l'actrice de ce monologue-là. C'est un monologue dont elle pense que par ailleurs, dans la vie, il a fait du mal, il a détruit. Ça rend, à tous les endroits, ça rend ce film ce qu'il est, c'est-à-dire inépuisable. C'est un fond d'identification pour eux tous, mais pour nous tous qui le regardons. C'est un film, moi je l'ai vu 45 fois, je pense que chaque fois il dit des trucs sur ma vie, je me dis mais c'est pas possible, il dort chez moi. Il en sait plus long sur moi que moi-même. Je l'entends pas pareil, alors que je le connais par cœur, je pourrais le répéter. Je suis ému aux mêmes endroits. Enfin, il y a un moment où c'est pas de la fabrication. Et bon, le film a abîmé aussi, enfin les gens qui ont participé. Oui, il y avait une grosse tension sur le tournage. L'après le film a été terrible. Et Catherine Garnier, dont tu parlais, qui aussi a mis fin à ses jours. Catherine Garnier a mis fin à ses jours après l'avoir vu un premier montage très tôt d'ailleurs, parce que le film a été tourné à l'été. Eustache a fait une première projection, un premier bout à bout en septembre, et Catherine Garnier, je refuse de dire pourquoi les gens sont suicidés, parce que c'est toujours très complexe, sûr. Mais en tout cas, le fait est qu'elle s'est quand même donné la mort après avoir vu le film, et en laissant un mot à Eustache, lui disant « le film est magnifique, ne touche à rien ».
Alors moi je voudrais qu'on parle un peu, tout à l'heure tu as évoqué Jean Eustache, monteur, et puis dans le livre tu parles de la brutalité du montage dans La Maman et la Putain. Tu donnes un exemple qu'on va voir. Tu dis le montage de La Maman et la Putain fait tenir volontairement mal un bout à bout de désir solitaire et paumé. L'édifice est là, mais fissuré de partout. On recolle, on rustine comme on peut. Entre ces failles va passer au bout du chemin le monologue de Véronica qui fera trou dans le semblant, ce que tu nous expliquais. On va regarder, Nathalie, un extrait de La Maman et la Putain. C'est au début du film. C'est dans le café Le Rostand. Le Rostand, ouais. Une scène entre Alexandre et Gilberte, donc Gilberte qui est jouée par Isabelle Weingarten. Voilà, qui est en train de le quitter. La cousine de Martin Loeb. La cousine de Martin Loeb, effectivement. On regarde cet extrait, regardez bien le montage. On a presque l'impression d'une scène dans la scène, dans ce raccord. Là, non, moi, quand je vois cette scène, je me souviens exactement, je racontais que j'avais enregistré le film au Ciné-Club de France 2, là, quand j'avais 16 ans. Et je l'ai regardé donc, le lendemain matin, enfin le lendemain après-midi, ça c'est la première heure. Donc. Et j'ai commencé à regarder ça, et j'ai 16 ans, enfin voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ce machin? Les raccords sont mal foutus. J'avais 16 ans, j'avais vu des films de la Nouvelle Vague et tout ça, mais là quand même ça me semblait... on était à la limite du truc, de la bricole, même de la pas bonne brique, de la mauvaise bricole. Et ça m'a pris... donc, maintenant, j'ai quand même passé ma vie à voir et revoir ce film, comme s'il n'y avait plus que ça. Mais c'était ça la première réaction. Et c'est la première réaction d'à peu près, je pense, tout le monde sur la première heure ou la première demi-heure de La Maman et la Putain, c'est quoi ça? C'est quoi ces voix? C'est quoi ce ton de voix? C'est quoi cette façon de parler? C'est quoi cette façon? Et en fait, on s'aperçoit qu'on rentre, ça prend du temps, mais que c'est une... C'est pas une erreur de montage, enfin, c'est que Eustache était monteur parallèlement au fait qu'il était metteur en scène, et s'il y en avait un qui savait manier le montage, c'était bien lui. Et il était fou de monter les voix, justement. C'est resté, même rajouter des silences à tel ou tel endroit. Il faisait un travail d'orfèvre, il pouvait passer des mois et des mois sur un son, sur juste de la durée de tel silence ou de tel bruit de fond à tel endroit. Non, c'est complètement voulu. C'est d'abord une musique qu'on va commencer à entendre, musique étrange à laquelle on résiste. Il faut qu'on y résiste. C'est décisif, c'est essentiel qu'on résiste à ce film. Non pas simplement parce que ça doit être une déclaration antinaturaliste, mais pour résister même au charme que pourrait avoir cette parole, ces gens-là. Il faut qu'on les ait en grippe aussi, à un moment donné, avant de se laisser emporter par eux. Et après, on s'aperçoit qu'on est pris. Il disait j'ai passé la parole à la question. Oui, j'ai passé la parole à la question. Et c'est complètement ça. C'est ce qu'il a dit toujours sur ce film-là. C'est-à-dire que, comme il ne comprend pas ce qu'il dit lui, il le comprend un peu, mais comme il ne comprend pas ce que lui disent les femmes, comme souvent les mecs, il passe la parole à la question. C'est-à-dire il passe la parole à la femme et à ce qu'il ne comprend pas. Il y a un deuxième truc, c'est le son. C'est quand même, on sent le raccord, on le sent physiquement. Ça donne une impression d'abord d'extrême vérité. C'est-à-dire que là, justement, c'est ce que tu disais, Nicolas, la juxtaposition d'un texte qui est quand même très écrit, même s'il vient du réel, c'est un réel qui est amoureux de sa langue, enfin, qui est amoureux des mots. C'est pas des taiseux, enfin, le personnage de La Maman et la Putain. Et en même temps, la façon brusque dont les sons s'entrechoquent, et notamment les sons, la douceur tout à coup qu'il a, alors qu'il a un ton plus haut au plan d'avant, le fait que le fond sonore ne raccorde pas, donc fait comme ça, Voilà, il faut bien préciser que c'est des choses qui techniquement auraient pu être gommées sans totalement, qu'on savait faire et que Eustache savait faire, qu'il ne gomme pas précisément et qu'il met dans sa brutalité. Et on est pris aussi, donc du coup, le texte littéraire est débarrassé de toute théâtralité éventuelle, enfin de espèce de surmoi culturel que ça pourrait lui donner, pour être immergé dans un réel qui est celui de 73. Et quand je dis réel, je devrais presque l'écrire avec un R majuscule comme ça, parce que évidemment, ce réel-là, c'est celui de la... Enfin, ces deux paroles qui cohabitent et qui en même temps ne s'entendent pas, qui voudraient faire l'amour, ces deux langues qui voudraient faire l'amour, et malgré tout, qui ont un rapport compliqué,
ça correspond exactement à ce que dit au même moment, une fois par semaine, à ce moment-là, parce qu'il a beaucoup bougé, je crois que c'est vers le Panthéon, Lacan. Alors, le film est de 73, en 73 c'est le séminaire encore, et c'est celui où il dit le rapport sexuel n'existe pas. Mais le terrain est déjà préparé depuis 2 ans, avec notamment un séminaire qui s'appelait d'un discours qui ne serait pas du semblant, dont on sait que à peu près la totalité des gens qui étaient sur le plateau de La Maman et la Putain allaient écouter ça. À commencer par Eustache. Alors Eustache, on dit qu'il a été qu'une fois, qu'il a été plusieurs fois, qu'il se le faisait raconter. On sait aussi, c'est Isabelle Weingarten qui a raconté que quand Jean-Pierre Léaud arrivait sur le plateau, pour se faire la voix, il récitait du Lacan. C'est quand même assez coriace. Et alors qu'il a déjà ça à apprendre, et en plus il récitait du Lacan où il reprenait la théâtralité de Lacan. Mais en tout cas, voilà, il y a ce questionnement qui est contemporain, enfin, du rapport homme-femme compliqué, qui achoppe, qui ne se fait pas, en fait, qui a un rapport qui n'a pas lieu, et qui pourtant n'a lieu que dans la langue, ou dans le manque, ou dans l'absence, et que le désir, c'est finalement que c'est jamais que du verbe, ce n'est jamais que le par-l'être, ce que Lacan appelait le par-l'être, ce qui nous différencie des animaux, c'est-à-dire les humains se mettent à parler, et quand ils parlent, parce qu'il leur manque quelque chose, et ils n'expriment que du désir, un désir qui rate. Et ce ratage-là, chez Lacan, ça a donné 10 ans le dernier Lacan, enfin voilà, mathématique, abstrait, quasi incompréhensible et sublime pour ce qui touche des rapports humains. Même si lui croit à une différence des sexes à ce moment-là, et Eustache y croit encore aussi beaucoup. Là-dessus, il a jamais bougé. Voilà, on va passer au film suivant, parce qu'on pourrait parler longtemps, surtout toi, de La Maman et la Putain. Les Petites Amoureuses, Mes Petites Amoureuses, donc le film qui était déjà écrit avant La Maman et la Putain. Donc. Et qui tourne à l'été 74, parce qu'il faut attendre les vacances scolaires. Voilà, et c'est un film, Alain Bergala, tu le cites dans ton livre, qui a écrit Mes Petites Amoureuses est un film dont on sort malheureux. C'est un plaisir doux amer que le public goûte peu, celui d'aujourd'hui encore moins que celui de l'époque, où ce film, tourné par Jean Eustache dans un relatif confort de production par rapport à celui-là, connu un insuccès décevant malgré un sujet réputé payant, avec lequel d'autres cinéastes, Truffaut ou Piala, avaient rencontré au moins la notoriété. Même Michel Lang, ou même Rosier. Voilà, alors on va juste regarder un extrait de ce film. Je sais que beaucoup d'entre vous viennent de le voir, mais l'extrait est court. J'avais prévu cet extrait parce que c'est la première scène du tournage, en fait. Comme Martin Loeb devait être là avec nous. C'était le premier jour du tournage, le 1er juillet 1974, sur le cours Mirabeau. Voilà, c'est une scène avec 2 pêcheurs, Louis Co, dit le trappeur, et puis Boris Eustache qui fait le rôle du... Voilà. Mais en fait, cette scène, elle est aussi intéressante par rapport à ce qu'on y voit. J'ai envie qu'on parle du dispositif de ce film, et ça explique un peu pourquoi le film a pu avoir un insuccès public, on va dire, à l'époque. Je ne savais pas que c'était la première scène. Ouais, et je me souviens plus. c'est ce que explique Luc Béraud dans son livre. Super documenté sur le tournage. Au travail avec Eustache. Le livre était magnifique sur le tournage de Mes Petites Amoureuses, c'est une vraie documentation au jour le jour. Et donc là, on voit beaucoup d'incohérences, en fait. Alors, il faut dire que le film, c'est l'enfance d'Eustache à Narbonne, à Pessac, puis à Narbonne. Mais c'est pas Allô ? Oui. C'est pas tourné à Pessac parce qu'en 74, Pessac ne ressemblait déjà plus au Pessac du début des années 50. Et ils ont tourné, j'ai jamais réussi à trouver, alors je crois que même... À Varzy, dans la Nièvre. Ah, c'est ça, voilà. Je m'en souviens jamais. Ouais. Mais jusqu'au dernier moment, ils refusaient tous les villages. Et ils ont tourné... par contre, Narbonne est respecté, c'est le quartier dans lequel il a grandi avec sa mère à partir de l'âge de 13 ans, 12 ou 13 ans, plutôt 13 ans. Et alors, ce qui me trouble, enfin, et j'imagine ce qui a dû troubler le public à l'époque, c'est qu'on est censé être dans les années 50... En termes de reconstitution, on sent bien que c'est pas quelque chose qui l'intéresse. C'est même quelque chose qui... Si, ça l'intéresse, mais à interroger une fois de plus. Et là, ce trajet de Daniel vers les pêcheurs, qu'on voit dans 2 plans successifs... Il le fait 2 fois. Voilà, il le fait 2 fois. Et en fait, on ne sait pas trop ce qu'on voit, en fait. Est-ce que c'est... c'est 2 possibles, en fait, d'actions, 2 souvenirs, ou une mémoire intime qui...
C'est assez troublant et le film est plein de moments comme ça, avec à la fin des questions sans réponse, des choses un peu... tu racontes ça un peu dans ton livre. C'est même étrange, parce que c'est quelque chose qui n'est pas dans le livre, parce que je l'ai revu 3 fois depuis... le livre est sorti le 23 juin, et il se trouve que je l'ai revu à Marseille mi-juin, parce que je présentais des films là-bas, et là j'ai eu la nette impression que c'était un film complètement qui ne racontait qu'un rêve. C'est un film, alors là pour le coup ça contredit ce qu'on a dit tout à l'heure, mais onirique, mais au sens de chaque scène est un fantasme, chaque scène est délirée. Si vous étiez là tout à l'heure, il y a cette scène étrange où il se balade vers le cirque, et puis à un moment on voit comme ça cette personne qui a une longue chevelure, on ne sait pas si c'est une fille, un garçon, puis on se retourne, on voit que c'est un espèce d'énorme malabar. Il mange de la viande comme ça, un truc, et puis il lance le couteau. Cette scène-là, déjà, elle est très bizarre. Enfin, elle a plus rien de réaliste. C'est-à-dire que ce qui est censé être on est en 74-75. Les hits de cette année-là, de ces années-là, c'est Les Oiseaux de Pascal Thomas, À nous les petites Anglaises de Michel Lang. C'est-à-dire qu'on rentre, et qui ne sont pas en plus des cinéastes... enfin, en tout cas, sur Pascal Thomas, c'est pas un mec... Enfin, c'est pas si loin de Stache, et ça intéresse Stache beaucoup. Il en parle souvent. Mais il va amener le truc ailleurs, mais c'est un référent pas nul, quoi. Mais là, il fait effectivement ce qu'il ne faut pas faire si on veut viser le succès. C'est-à-dire qu'il prend des personnages qui sont des personnages qu'on sait être des années 50, parce qu'ils regardent des films des années 50, ils vont voir Pandora, il y a Naïs, il y a une affiche de Naïs de Marcel Pagnol. Il y a des choses de la société des années 50, il y a surtout une distance, il y a une nostalgie, il y a même une amertume, enfin il y a de la dureté, il y a quelque chose qui n'est pas passé, enfin, qui est resté en travers de la gorge. Et en même temps, il y a Martin Loeb porte les habits, la coupe de cheveux, quelque chose qui est la marque même des enfants du début des années 70. C'est-à-dire qu'il est un corps au présent qui vient réactualiser des souvenirs dont, dans un stage, je peux penser qu'aller tourner, le projet, ce serait qu'il en serait consolé. Et il pousse le truc très très loin, parce que si vous avez vu le film tout à l'heure, le baiser final, enfin presque final, le premier vrai baiser qu'il donne à la petite fille, là, enfin, près des arbres, il l'a tourné, on sait qu'il l'a tourné le jour anniversaire où ce baiser avait eu lieu. Je ne sais pas, ça avait été, admettons, il avait embrassé cette fille pour la première fois un 9 juillet, je ne sais pas, 52 ou 53. Il l'a tourné le 9 juillet 74. Dans le décor, ouais, exactement au même endroit. C'est-à-dire qu'il reconvoque quasiment il prend des corps jeunes, qui sont des corps neufs, qui filment au présent, en espérant qu'ils vont venir convoquer des fantômes. En fait. C'est un truc à la Murnau, c'est un truc de cinéma expressionniste allemand, à part qu'il le fait en couleur, avec quand même des clins d'œil au cinéma muet, notamment les Frères Lumière, le truc Kodak. Et il marque cette répétition, cette séquence qui a lieu mais sans arrêt dans le film. Même il y a une première fois, il vient prendre le train avec la scène un peu sexuelle, sadienne. Mais en fait, c'est un rêve. Et la deuxième fois qu'il prend le train, ça se passe différemment. Et on sait que c'est un rêve puisqu'il retrouve le vélo qu'il avait garé avant. Comment on peut garer un vélo à la gare de Pessac et le retrouver à la gare de Narbonne? C'est pas possible. Tout est triché tout le temps. Tout est continuellement dans cette espèce à la fois le fantasme, à la fois le souvenir, à la fois l'image qui vous hante et qui vous travaille, et tout ça est convoqué. Et ça crée effectivement ce film qui déjà raconte une histoire qui est une histoire triste, mais ce que dit Bergala est très beau. On en sort malheureux parce qu'il y a de la répétition, enfin, il y a de l'insistance, ça ne veut pas partir, ça colle, quoi. Et surtout, ça ne console pas, c'est-à-dire que même une fois qu'on a convoqué ça et qu'on a fait rejouer, la douleur reste. Eustache, cinéaste, n'est pas plus homme, en tout cas, n'est pas plus sauvé. Il y a un plan qui est sublime, il tente un peu cette expérience sexuelle là, devant Pandora, puis oui, la scène qui est sur notre façade. Avant, il se casse, quoi, voilà. Et il va sur les barques là, à Narbonne, et il s'assoit, et en face de lui, il y a Eustache. Vous vous souvenez, il a un chapeau comme ça.
il le regarde, Eustache a 35 ans, il a l'air abîmé, il a l'air vraiment très très abîmé. Le tournage a été très douloureux. Il a perdu sa grand-mère pendant le tournage. C'est un tournage malheureux déjà, c'est un tournage douloureux, c'est un tournage où l'alcool a pris les proportions, a pris les commandes de certaines choses au moment, parce que les plaies étaient... Enfin, c'est un tournage à vif, et d'un cinéaste qui lui-même est sorti épuisé de l'histoire de la maman et la putain, de ce que ça entraîne dans sa vie, qu'on voit là. Et il regarde le petit Martin qui est plus âgé en fait dans la vie. Je crois que c'est qu'en fait qu'il a 15 ou 17 ans. Il a 15 ans au moment du film. Ouais. Il a 2-3 ans de plus que le rôle. Quoi. Ils ont 20 ans d'écart, c'est rien. Et en même temps, c'est Eustache qui regarde ce gamin et on a l'impression qu'il carrément c'est pas Eustache qui demande à ce gamin d'être à la hauteur d'Eustache, c'est Eustache qui espère être à la hauteur de ce gamin. C'est Eustache qui essaie de dire au gamin je sais, j'ai pas l'air très en forme, mais si je fais bien le truc, je serai à ta hauteur. À la hauteur de celui que tu es là, à 13 ans, 14 ans, magnifique et pur et bouleversant et méchant comme les enfants le sont, les endroits et bête. On va regarder, Nathalie, on va pas passer l'extrait numéro 6, on va passer l'extrait numéro 7, s'il te plaît. C'est juste quelques images du tournage. Ah ouais, c'est beau ça. Du tournage des Mes Petites Amoureuses. C'était dans un très beau film qui s'appelle La peine perdue de Jean Eustache d'Angèle Diez, dans lequel il y a des petits documents magnifiques. On en verra un autre tout à l'heure. Ça se trouve normalement encore sur YouTube si ça n'a pas été nettoyé. Ça vaut vraiment le coup, c'est très beau. Très très beau. Très, très beau. Et donc là, on voit c'est des images. Il n'y a pas de son vraiment. C'est le tournage de Mes Petites Amoureuses à Narbonne. Alors en fait, ça a été fait par Bernard Eisenschitz. Il se trouve que quand j'étais c'est pas la photo, Nathalie, c'est l'extrait. Quand j'étais archiviste à la Cinémathèque française, j'avais reçu la bobine totale de ça. C'est très beau. Pendant très longtemps, ça n'était jamais programmé. Et là, j'ai vu que ça avait été... je l'ai vu passer il n'y a pas longtemps. D'accord. J'ai pu la revoir. Ouais. Et donc, par rapport à ce que tu disais, Luc Béraud, dans son livre, dit que Jean Eustache, c'est très bien entendu avec Martin. Manifestement, Martin magnifiquement entendu avec Martin. Et pas avec le reste de l'équipe. C'était très compliqué, mais avec Martin, oui. Il écrit, Luc Béraud, Jean Eustache est un narrateur... Tu peux mettre l'extrait, hein, Nathalie, il n'y a pas de souci. Jean Eustache est un narrateur intarissable et pourtant il s'adresse toujours peu à tous ces jeunes qu'il filme. C'est moi qui suis chargé de leur communiquer les indications qu'il me confie. Et également Ingrid Caven, qui joue la mère dans le film, a déclaré, ce sont des propos rapportés par Jean-Jacques Schul, qui est son compagnon. Elle dit « Jean était là sur le plateau, on ne l'avait pas entendu venir, il corrigeait des petits détails ici et là, presque silencieux. Regard à travers la caméra, chuchotement à Nestor Almendros, le chef-op, peut-être qu'on le voit à un moment donné. Oui, c'est Nestor Almendros. C'est lui là, à gauche, d'accord. Il semblait s'absenter, le regard s'éloignait, il nous écoutait depuis un lointain, s'abandonnant à quoi? Nous abandonnant au silence en tourne de l'assistant. En fait, comme ça, il y a toujours un descriptif d'un cinéaste un peu en retrait. Il y a quelque chose, je crois, de la magie noire. Je pense que c'est un film dans lequel, effectivement, il ne communiquait plus qu'avec Martin Loeb. C'est pour ça que c'est hélas dommage que Martin ne soit pas avec nous ce soir. Ouais, j'aurais adoré savoir un peu plus de ce lien-là. Ouais. Mais parce que je pense qu'il communiquait avec lui-même, il ne parlait plus qu'avec lui-même. Et que c'était très très difficile pour lui de... Je pense qu'il était plus heureux. Là, on le voit, il a l'air heureux. Enfin, bon, ça, on discute, mais quand même un peu. Parce qu'il y a beaucoup de gens. D'un coup, il y a de la foule. Il a vachement parlé de ça, des scènes où il y avait beaucoup de figurants, parce qu'il n'en avait jamais fait. Ça l'intéressait beaucoup. Finalement, c'était pas si difficile à faire que ça. Il disait les assistants font tout le boulot. Donc, mais en fait, ça lui permet de se cacher. Tout le reste du film n'est qu'un dialogue avec lui-même et qui passe par le corps du petit Martin Loeb et par la petite fille comme ça qui voit à la fin, ou les enfants qui sont les amis qu'il a à Pessac. Et la mère, avec ce fantasme de mère presque hollywoodienne et une star hollywoodienne et en même temps dure et absente. Comment était la direction d'acteur de Jean Eustache? Est-ce qu'il y en avait une? Apparemment, il le faisait à la Pagnol, je vais dire. C'est-à-dire qu'il lui arrivait de faire confiance au cadre, au chef-op, et de fermer les yeux et d'écouter. Et se dire si c'est bon au son, c'est bon à l'image. Qu'il y a un truc de Pagnol, qu'il y a un truc de Guitry.
de gens du cinéma français des années 30 qui étaient très 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 préoccupés par la diction. Et apparemment, il écoutait beaucoup, il se mettait manifestement beaucoup dans une position d'écoute. C'est dit dans les extraits sur La maman et la putain, mais il était tyrannique sur le fait qu'il ne fallait pas changer une seule virgule du texte tel qu'il était dit, texte très très souvent difficile dans tous ses films. Et sur les films avec Jean-Noël Pic, comme Une sale histoire ou le Jérôme Bosch, comme il a totalement confiance dans les talents de narrateur de Pic, il pose juste le dispositif et là il laisse Pic aller. Il le laisse faire et de toute façon il sait que le travail ensuite de construction il va le faire au montage. Ce qui fait que sur le Bosch, notamment plus que sur Une sale histoire, Pic dit qu'il ne reconnaît rien de ce qu'il a dit. Que le montage de Eustache est une vraie recréation du discours. Donc il y a une opération d'écriture, il y a une opération de laisser jouer. Je crois qu'il n'y a pas énormément de prises, manifestement pour des raisons de moyens, mais aussi pour des raisons de spontanéité. Donc je pense qu'il y a quand même il y a dû avoir un travail de répétition assez fort. Et un travail de laisser passer la prise, et lui reste au son, très attaché au souffle, très attaché à la diction, très attaché à ce que ça ne dérape pas à cet endroit-là, pour ensuite en faire ce qu'il en veut au montage, y compris rajouter des silences. Notamment sur Une sale histoire, une énorme partie du boulot de montage sur Une sale histoire, c'est de rajouter des silences à des endroits où il n'y en a pas, c'est-à-dire de composer une partition. Alors justement, on va parler d'Une sale histoire maintenant. 1977, le film d'après Les Petites Amoureuses, donc 3 ans après quand même un échec commercial. Alors c'est un échec commercial, mais il faut dire pourquoi aussi. Enfin, bon, le film, on en sort malheureux, c'est qu'il n'y a pas un argument commercial fou. Enfin, pour qui tient une salle, on ne le met pas sur les affiches. Mais l'autre chose, c'est que Eustache allait très mal dans un moment d'un peu comme ça d'autodestruction. Il a fait une connerie pure. Il y avait dans la première, le film a été monté très vite parce que la Gaumont voulait le sortir pour les fêtes de Noël. Donc il a été tourné en juillet et le film est montré à la presse déjà fin novembre, le temps de pouvoir quand même travailler, un peu trop vite, surtout pour quelqu'un qui est fou de montage à ce moment-là. Un peu trop vite, dans une séance où donc, tous les journalistes sont à peu près convoqués. Il n'y a qu'une seule séance, il n'y en a pas 12 000, comme on en fait parfois. Et Eustache voit qu'on a invité un critique qui avait dit du mal, mais c'est pas le seul, enfin, je veux dire, de La maman et la putain, mais manifestement il avait touché à quelque chose qui avait rendu fou Eustache. Et Eustache, qui était présent à cette salle-là, a demandé physiquement à ce que le mec sorte. Ce qui est une connerie, parce qu'évidemment la critique fait... Enfin, moi j'ai été critique, c'est ça, la critique fait corps, quoi. Enfin, il y a un moment, laissez-nous bosser, on a que ça, les yeux pour pleurer. Donc la critique fait corps, et du coup, même les gens qui avaient aimé le film ont décidé de ne pas en parler tout de suite. Ils en ont pas parlé après les vacances de Noël. Alors le plan de la Gaumont, c'était que ça soit un carton pendant les vacances de Noël, justement dans la lignée de Nous les petites Anglaises et des Ozos de Pascal Thomas. Et en janvier, le film était déjà plus à l'affiche. Ça a été un carnage. C'est un film. Il n'y a pas de critique de Mes petites amoureuses dans les cahiers du cinéma de cette époque-là. On n'en trouve pas. C'est très difficile de trouver des critiques de Mes petites amoureuses. Les trucs viennent après. Les textes sont. Il y a un texte très beau de Jérôme Prieur dans la NRF, mais il sort en avril. Enfin, on est carrément, on est dans les choux. Et pendant 3 ans, il tourne pas, donc c'est un échec. Je pense aussi que le film explorer un territoire dont il était difficile de se remettre après. Et il tourne Une sale histoire, qui est un récit qu'il avait entendu maintes fois de la part de Jean-Noël Pic. Donc, qui est quelqu'un avec qui il sortait beaucoup. Qui est son meilleur ami, voilà. qui est devenu, à ce moment-là, je crois qu'il n'est pas encore tout à fait psychanalyste, mais ça fait aussi partie de ces gens qu'il avait initié à Lacan et tout ça, mais c'est surtout qu'il faisait partie, il y avait Schul. La bande des veufs. La bande des veufs, c'est-à-dire ils disaient rien, ils passaient leur journée, le cinéma d'Eustache est très bavard, et Pic aussi, mais c'était des veufs. Ils disaient pas un mot, ils étaient à la coupole. Qui passaient des nuits blanches. Voilà, à regarder les filles passer à la coupole sans dire un mot. Comme ça. Au début, Eustache pense intégrer le monologue d'Une sale histoire dans La maman et la putain. Mais il y a un moment où le film fait déjà 3h40, rajouter 40 minutes d'un monologue complètement fou, il voit que ça tient pas. Donc il vire ce truc dans une étape intermédiaire du scénario, puis il disparaît. Et puis pendant 3 ans, il se dit je vais adapter, je vais essayer de trouver un café, je vais essayer de mettre ça en scène. Et chaque fois qu'il a essayé d'y penser, il voit bien que c'est moins bien que tout simplement filmer Pic en train de le raconter.
Et il finit par décider de filmer d'abord Pic en train de le raconter. On peut dire en 2 mots ce qu'il raconte ? Ouais, il raconte l'histoire d'un... Bon, on dit que ça lui est arrivé. Alors, on ne sait pas si ça lui est arrivé, il y a une ambiguïté. Pic dit, si je le raconte, c'est que ça m'est arrivé. C'est une façon de dire, le conteur est de toute façon dans le conte. Mais en tout cas, c'est l'histoire d'un garçon qui habite à la Motte Piquet-Grenelle et qui va, à l'époque où on n'avait pas les téléphones portables, travaille dans un café parce qu'il a vachement de coups de fil à passer. Et puis, il s'aperçoit que chaque fois qu'une très jolie fille descend aux toilettes, il y a un peu un va-et-vient de mecs pour descendre dans les toilettes qui sont en bas. Enfin, il y a des escaliers, c'est à côté du téléphone. Et une fois, il décide d'y aller pour voir ce qui se passe, et il entend les serveurs qui disent « et tout ça pour un trou ». Mais il ne trouve pas le trou. Il ne voit pas comment on peut regarder. Il essaie de regarder s'il y a un trou comme ça au milieu, mais il n'y a rien à voir. À ce moment-là, Pic a un colocataire qui est une sorte de pervers professionnel qui lui dit « mais si, c'est un café très particulier, c'est le seul au monde. Le trou est raboté à l'intérieur de la porte, à l'angle bas. C'est-à-dire que si tu veux voir la fille en train de pisser, il faut prendre, Pic dit, la position de la prière musulmane. Avec ce que ça consiste quand même de flirter avec le sale, la pisse par terre, etc., qu'il y a dans les chiottes. Et il se met à faire ça. Et il le voit, et effectivement, il a une vue directe, il ne voit pas le visage de la fille, il a une vue directe sur le sexe, sur le trou. Le trou lui donne une vue sur le trou. Et il commence à y aller 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis il finit par ne plus faire que ça pendant des mois. Et on devient complètement dingue. Il ne peut plus avoir de relations sexuelles avec la fille avec qui il est, ça ne l'intéresse plus. Il ne peut plus passer que par là, il est pris dans son fantasme. Et il finit par un jour décider d'arrêter. Enfin, il voit bien que là, ça va trop loin, ça commence à déconner. Et peu de temps après, il repasse devant ce café qui s'appelait le Pierrot, à la Motte Piquet-Grenelle, et il s'aperçoit que le café non seulement était détruit, mais qu'ils ont mis des fils barbelés autour du café, comme si c'était un théâtre porno, un endroit un peu comme ça dangereux. Donc voilà, Eustache filme Pic raconter ça devant un parterre de femmes. C'est ça qui est aussi très intéressant, voilà. Avec des réactions qui sont comme ça très à vif, en 16 mm, et il monte le film, il monte la version là, et ensuite à partir de ça, il fait une retranscription au mot près du texte de Pic, même de tout le texte du film, et il le donne à jouer à Michael Lonsdale, qui est quand même quelqu'un qui lui était plutôt habité par des questions, c'est un mystique, hein, Lonsdale, on l'a su après. Et à Michael Lonsdale, Jean Douché joue le rôle d'Eustache à ce moment-là, et on a à nouveau un parterre de femmes qui viennent l'écouter. Et ça, c'est en 35 mm. C'est-à-dire une image un peu plus propre par rapport au 16 mm, qui est une image sale. Et il met les 2 films en diptyque, et il décide de faire commencer la projection par le propre, par le 35 mm, donc par le faux, par la copie, pour aller vers l'original. Sauf que quand on est spectateur, on pense, en regardant la copie, regarder le... Ouais, voilà, on ne sait plus qui dit vrai, qui dit faux. D'ailleurs, on ne sait jamais si réellement Pic dit vrai ou si c'est pas juste de la narration pure, un pur délire. Et tout est un jeu sur d'abord le vrai, le faux, le fait que 2 fois un cinéaste montre le fait qu'il ne sait pas mettre en scène ce récit-là. Donc 2 fois, il donne à voir un récit qui n'est qu'un film parlé. Et 2 fois pour dire exactement la même chose mot pour mot, ça produit des choses complètement différentes. Et les 2 juxtaposés créent un manque, parce que le manque c'est la représentation, et le manque crée un trou. Le trou il est dans le forme. C'est délirant, ça tient sur 45-50 minutes, c'est le truc le plus théorique, ça massacre, ce qu'on croit savoir du cinéma, rien ne tient. Tu dis l'autre chef-d'œuvre d'Eustache. Ouais, oui, on est plusieurs. Jean-Marc Lalanne, que vous recevrez, je crois, en février pour Delphine Seyrig, l'autre fois me disait que finalement pour lui, en ce moment, c'était une sale histoire, le grand film. Régulièrement, on change, je les aime tous, mais c'est vrai qu'une sale histoire, c'est souvent le grand film, quoi. Alors on va évoquer un peu la fin, celui que vous appelez le dernier Eustache. J'aimerais un peu... c'est une expression qui m'a troublé dans le livre. Pourquoi Dis-moi. Le dernier, comme si à un moment donné on sentait un déclin ou... Il a l'air désabusé par rapport au public. Là, on est dans les fin des années 70. 79, il fait La Rosière de Pessac, 79. Le Jardin des délices de Jérôme Bosch, dont tu parlais tout à l'heure, en 80, avec Jean-Noël Pic également. Et Les Photos d'Alix. Ce sont 3 films aussi très particuliers. Ouais. Qui sont tous des prototypes aussi. Et sont des films... L'attentat, c'est l'attentat vraiment
non seulement à la pudeur, mais à la représentation, c'est une sale histoire. C'est un film qui démine beaucoup quand on commence à tomber dedans. Enfin, c'est un objet de plaisir. C'est ça qui est complètement fou. Ça pique à un conteur génial. Vous écoutez ça 2 fois. Moi, je l'ai vu 100 fois. Les gens qui ont vu une sale histoire, personne ne se dit, oh, je l'ai vu une fois, j'ai fait l'expérience, c'est bon, j'ai payé ma dette. Tout le monde y retourne. Enfin, les gens connaissent plein de trucs par cœur. Moi, j'ai plein de gens essayer de retranscrire. On fait des copies comme ça du scénario à l'époque où on ne pouvait pas avoir le film. Les gens deviennent dingues. Ils sont pris au piège dans le dispositif qu'il a posé. C'est une farce qui est faite au cinéma et une farce à l'Eustache, c'est-à-dire qui détruit, qui démine à peu près tout ce qu'on croit savoir. Après ça, il continue. Le dernier stage, c'est un stage de films de plus en plus courts, qui sont des prototypes où chaque fois le rapport entre la représentation et le son, l'image est miné. Quelque chose est truqué, quelque chose une fois de plus vient porter un coup sur ce qui est censé être l'acte naturel du cinéma, c'est-à-dire je te montre quelque chose qui a eu lieu. C'est truqué. Les photos d'Alix, par exemple, Alix Léaud-Robot, qui est une photographe, montre à Boris Eustache, le fils de Jean Eustache, des photographies, et elle en parle. C'est ses photos, elle photographe. Donc elle dit, ça... C'est un film de 18 minutes. Un film de 18 minutes, c'est très simple. À la base, c'est une commande pour la télé, c'est une commande de télé, voilà. Un photographe parle à un jeune garçon, une photographe de 30 ans parle à un jeune garçon de 18 ans, il lui montre un peu il explique son travail. Jusque-là, on est dans les rares plages culturelles de la télévision. Sauf que progressivement, on se dit, cette fille est complètement folle. Elle raconte des trucs, on peut dire tout et n'importe quoi sur une image. Mais pour l'instant, ça tient, parce que c'est quand même l'image. Et c'est vrai qu'elle commence à dire, ah là, c'est un homme victorien dans un lit élisabétain, enfin des choses comme ça. Petit à petit, on ne sait plus. Et puis progressivement, on se dit, mais c'est pas, enfin là, ça marche plus. C'est-à-dire que là, l'image et le son ne correspondent plus. Et ça crée pareil un doute, où ça crée à la fois de la poésie, parce que ce qui est dit n'est pas juste ridicule, c'est une façon de dire poétiquement ce qu'il y a dans une image, qui n'est pas dans une image, qu'est-ce qui reste, tout en étant un attentat au rapport image-son tel qu'on le connaît. Et c'est un nouveau trou, un nouvel abîme. Tout va vers une abysse, comme ça, vers des abysses. C'est pour ça que c'est aussi le dernier Eustache. Et le dernier Eustache, c'est aussi quelqu'un qui ne sort pas de chez lui. Ça, oui, qui est quelqu'un qui est dans la fixité, alors c'est quelqu'un qui a été physiquement blessé. Ça a commencé avant, en fait. Oui. C'est ça qui est... Souvent, on dit que le dernier Eustache, les 3 dernières années, Eustache ne sortait presque plus de la rue Nollet. Et il vivait... c'est l'arrivée des magnétoscopes. Et il s'est mis à enregistrer comme un fou. Il s'est mis à enregistrer ce qui passait à la télé. Par exemple, il se levait très tard. Donc il enregistrait le journal télévisé qu'il regardait en différé. Il a enregistré beaucoup de films, mais il s'est mis aussi à enregistrer au magnétophone, avec des bandes magnétophones, toutes les conversations téléphoniques qu'il avait. Je ne sais pas où elles sont, mais c'est sans doute quand même quelque part. Il appelait comme ça des gens. Je sais que, je connais une femme comme ça qui a eu une nuit avec Eustache, et il l'a rappelé 2 mois avant son suicide pour lui dire ce qui s'était dit en s'engueulant au petit matin. Parce qu'elle avait foutu dehors de chez lui en disant « on va crever dans ta merde ». J'ai pas dit ce truc. Voilà. Mais tout ça, il rappelait tout le monde, il disait il y a 4-5 ans, donc son hypermnésie se déployait comme ça. Et on rentre dans un système qui est totalement paranoïaque. Enfin, voilà, il n'y a plus de dehors, il n'y a plus que des sons, des images. Lui refuse de sortir, donc quand il sortira, il fera des vacances en Grèce où il va chuter, hélas. Donc, il se blesse à la jambe. Il va se blesser la jambe et la hanche. Enfin, il aura apparemment des broches partout, au point qu'il surnommait sa jambe Beaubourg. Comme ça, Pompidou, comme ça, parce qu'il y avait des tubes et des tuyaux. Mais on voit que le processus d'enfermement, d'enlisement, d'isolation commence là. Et il est perpétué par un truc qui est... Peut-être des gens se souviennent de ça ici. Moi, j'ai connu ça, mes petits, qui s'appelait le réseau. Ça vous dit rien? C'était des numéros qui étaient... c'était des numéros non attribués, des numéros de téléphone non attribués. Et on savait qu'en les appelant, je ne sais pas comment ça fonctionnait, on arrivait à entendre d'autres voix, et on entendait des voix flottantes, un peu fantomatiques. Les gens pouvaient rester des nuits entières, ils ne payaient rien. Donc ils ne payaient pas. C'était avant le Minitel, avant Internet, et les gens se draguaient beaucoup la nuit, tout ça. Marguerite Duras était fascinée par ça, elle en a fait le Navire Night. Le Navire Night, c'est vraiment des voix qu'on entend ça. Les mains négatives aussi, ça vient un peu de là.
Et lui passait aussi ses nuits sur le réseau, comme ça, et c'était la matière du film qu'il allait réaliser avant son suicide, qui est écrit, qui s'appelle La rue s'allume, et qui aurait pu être un très 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 beau dernier film de Eustache, en tout cas celui-là, et qui est plus que quelqu'un qui invite ses pics et Eustache qui parlent ensemble autour d'un carnet d'adresses, et ils essayent d'avoir le numéro d'une fille pour l'inviter à aller sur le réseau, et ils l'ont pas, et ils égrènent tout le carnet d'adresses. Il y a Lacan, il y a plein de gens, il y a Michel Léris. Alors il dit, ah mais non, mais Michel Léris, non, c'est pas l'écrivain, c'est un homonyme, c'est un mec de Reims. Et en fait, c'est comme si, c'est un film qui est très troublant à voir, nous, quand on a connu le confinement, parce que c'est un film où c'est comme être assis ce qui faisait les deux, être assis à la Coupole ou je sais pas, au De Mago, au Flore, et de regarder Paris passer, sauf qu'ils le font chez eux, face à des téléphones, ils sortent plus, ils voient plus personne, Paris est désertifié, et c'est plus que des noms sur un carnet d'adresses. C'est un scénario qui a été donné au cahier. Je voudrais qu'on écoute Sylvie Durastanti. Sylvie Durastanti, c'est une femme qui a vécu les dernières années avec Jean Eustache. Avec Eustache, voilà. Je crois passionnelle, mais sincère. Sylvie Durastanti, surtout, au moment où elle a rencontré Eustache, elle était doctorante avec Julia Kristeva. Et Sylvie Durastanti est aussi une des plus grandes traductrices qu'on ait eues en France, notamment des textes de William Burroughs. La dernière partie de l'œuvre de Burroughs fin des années 70-80 a été traduite par elle. Elle a fait un travail sur la langue de Burroughs magnifique. C'est quelqu'un de très très important. Et aujourd'hui, elle est aussi écrivain. Voilà, elle a publié les derniers écrits pour Jean Eustache en 2017, je crois. C'est un scénario qui s'appelle Nous deux, roman. Non, c'était il y a 2 ans. Roman photo. Un an et demi, roman photo. C'est 2 scénarios qu'elle a écrits pour Eustache, plus un long texte où elle raconte un peu, en cassant l'image, mais c'est une image dont on n'arrive pas à se défaire, qui est le dernier Eustache, c'est une espèce de docteur Mabuse qui ne sort plus de chez lui et qui enregistre ça. Mais en nuançant quand même, en disant il y a beaucoup de gens qui venaient, c'est pas non plus l'isolement total. Bon, il y a quand même des images de cette période-là, il a une barbe, on dirait Jim Morrison, il est très très amaigri, enfin, c'est vrai et on voit qu'il rentre quand même dans une très très grande paranoïa. Et donc là, c'est un petit extrait toujours de ce film La peine perdue de Jean Eustache, où comme ça il y a des instants très beaux. Elle a travaillé sur le scénario des photos d'Alix, donc l'un des tout derniers films de Jean Eustache. Elle a travaillé sur Offre d'emploi, voilà. Qui est vraiment le dernier film qui est un court-métrage. Et je suis pas sûr qu'elle ait travaillé sur les photos d'Alix. Je confonds alors. Oui, pardon. Offre d'emploi et je perds. Et donc elle réagit elle va décrire un peu Jean Eustache. Je trouve ça très très intéressant. Écoute. Je trouve, c'est magnifiquement dit. Je me souvenais plus je me souvenais qu'elle intervenait, mais je me souvenais plus qu'elle disait ça. Ce côté, en fait, on a l'impression que sur les derniers films, il fait reculer la place du cinéaste, en fait. Par exemple, La Rosière 79, il montre une Rosière extrêmement silencieuse. Lui-même est un cinéaste qui revient dans une ville où il n'a pas grandi, Pessac. Et filmé pour la deuxième fois une cérémonie qu'il n'avait pas vue quand il vivait à Pessac. Il l'avait toujours raté. Il y a toujours comme ça ce recul, une espèce de retrait, on dirait. Ouais. C'est important qu'on parle de la Rosière ici. C'est pas bon, c'est Pessac, mais c'est au-delà de l'anecdote et tout ça. Ça dit aussi beaucoup. C'est quelqu'un qui, quand il vient filmer la Rosière, c'est quasiment payer sa dette. Il revient pas en conquérant. Enfin, revenir chez soi, filmer, revenir dans le village où on a grandi, où on a été petit, voilà, et avec ces histoires de classe sociale, de périphérie dont on parlait. Revenir, quand on est cinéaste, on pense qu'on va revenir plutôt avec une équipe, on revient avec des acteurs, avec des stars, on est monté à Paris, on a gagné un truc et on revient. Voilà. Là, il revient 2 fois à Pessac pour la télévision. Je pense que les gens de Pessac qui ont vu ces caméras pensaient que c'était la télé qui tournait, que c'était pas un cinéaste en train de faire un projet, qui était un projet d'ailleurs très compliqué. La première fois, c'était qu'il voulait filmer. Il adore les rituels et les cérémonies. Et La Maman et la Putain, c'est un rituel amoureux, mais c'est quand même une cérémonie. Et un des grands cinéastes avec lequel il a, je pense,
vraiment dialogué dans ses films, je ne sais pas s'ils sont vraiment un peu connus, c'est possible, c'est Jean Rouch pour moi. Vraiment ce que faisait Rouch voilà, en Afrique, les maîtres fous par exemple, enfin, sur ce que c'est qu'un cérémonial, il le fait. Mais ce que Rouch nous a appris, c'est quand même, ou l'anthropologie nous a appris aussi, c'est quand même que quand on ne rentre pas dans un cérémonial, on y entre avec ses morts. Et lui arrive à Pessac déjà avec quelque chose de lui un peu mort. Il est arrivé à Pessac pour voir quelque chose qu'il avait raté. Et il arrivait en pensant à l'époque où il disait, on a entendu dire au moment où je ne pouvais plus faire mes films. Et le moment où il fait la Rosière de Pessac, c'est un moment où il mendie dans la rue pour aller voir un film de Chaplin à la Cinémathèque. Il n'a même pas le franc qui lui suffisait à l'époque pour ça. Il y va comme une dernière bouée. Il ramène quelque chose de l'espèce de Locke qu'il croit être. Évidemment, c'est le plus grand génie que ce putain de cinéma français nous ait donné, mais bon. Et il va retrouver une source à Pessac. Il regarde ça et il ne les regarde pas de haut. Au contraire, c'est lui il y a deux personnes qu'on n'entend pas dans la Rosière de Pessac. C'est la Rosière, tout le monde parle sauf elle. On ne lui donne jamais la parole, et le cinéaste. On ne sait pas où il est. Il tourne. Il est partout et il est nulle part à la fois. Et quand il refait le film en 79, parce qu'il dit maintenant je vais le faire tous les 10 ans. Comme ça on verra, il dit dans 50 ans on verra. Et il le montrera toujours, il demandera toujours à partir de 79 que le film soit montré d'abord le 79 et celui de 68 après. Et s'il avait fait 89 ou 88, s'il avait fait 98, on aurait fait comme ça, 98, 88, 79, 68. Pour remonter comme ça le temps, le remonter à contre-courant d'une certaine manière. Et il décide en 79 de refaire exactement le même dispositif, il ne le varie pas, presque au plan près. Il savait citer les textes, il pouvait aussi citer des films au plan près, mais c'est juste de dire qu'est-ce qui a changé entre-temps. Il se trouve qu'en 68, il y a eu mai 68. Ça c'est un hasard, il ne le savait pas. Les événements de mai ont eu lieu alors que même qu'il est en train de tourner le film. Mais en 79, c'est déjà quelque chose qui est différent. Enfin, la ville a changé. On voit un urbanisme. Enfin, voilà, Bordeaux arrive, enfin, d'une certaine manière. Bordeaux n'est pas du tout présent dans la première Rosière. C'est un village gaulois, comme ça. Enfin, j'ai l'impression, vous savez ça mieux que moi. Je serais très curieux que vous m'en parliez. Mais oui, c'est un geste. Répéter le même film documentaire, comme si c'était une fiction écrite, revenir sur là où on a grandi pour filmer ce qu'on a raté, pas ce dont on se souvient cette fois-ci, mais c'est ce qu'on a raté. C'est le seul film où il ne refait pas un truc qu'il a déjà entendu, La Rosière. Il le fait la deuxième fois, mais la première fois c'est parce qu'il l'a pas vu. Et un truc un peu inattendu, en 68, tout le monde est là à tout casser, et il prend, voilà, enfin, un rituel dont on peut considérer qu'il est un peu old school, un peu oui, qu'il est un peu old school, enfin qu'il est un peu dépassé, en tout cas qui repose sur voilà, un sociologue, un historien voit très bien que c'est le pouvoir est divisé entre la mairie, l'église. Enfin, il y a des distributions de la parole et du pouvoir qui sont comme ça. Les propriétaires terriens, enfin voilà, c'est un film passionnant d'un point de vue pour un historien, un sociologue, parce qu'on voit les dispositifs tout simplement du pouvoir à l'œuvre. On voit aussi comment il accueille 68, mais on voit aussi comment ça se modernise. Il y a un maire qui est très télégénique, comme ça, qui ressemble à Paul Meurice, qui est amoureux de la caméra, qui est plutôt un bon client, comme on dit. Et jamais, ce qui est fascinant dans La Rosière de Pessac, c'est que le réflexe en 68, c'était de faire un film qui se moque de tout ça et qui a charge contre eux. Voilà. Oui, c'est pas l'objet du film. Mais non, et même, je crois que c'est pas du tout dans le regard. Nous, on peut y voir un truc, parce que le spectateur fait la moitié du boulot. Mais son regard à lui, c'est un regard d'ethnographe. C'est vraiment je filme un rituel avec la passion et la patience d'un rituel et en y étant à la rouge, c'est-à-dire en y étant en prenant mes distances. Et en même temps, à la fin, tu sais pas si c'est pas une fiction aussi. Alors justement, on va s'arrêter là. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Le livre est bien plus riche que nos échanges, si j'ose dire, même si je me suis
beaucoup régalé à t'écouter. Il y a quand même une question, tu as un peu répondu tout à l'heure, je voudrais finir là-dessus. Est-ce qu'on sait comment Jean Eustache a fini? Il s'est donné la mort. Est-ce que tu as le sentiment, bon, j'ai un peu la réponse, mais tu as le sentiment que l'œuvre de Jean Eustache, elle est achevée ou elle est interrompue? Est-ce que c'est une question qu'on peut se poser? C'est une question difficile, mais voilà, pour te livrer ma pensée, au fur et à mesure du livre, quand on la travaille comme ça, elle va tellement vers cet abîme, vers ce trou, qu'elle donne cette impression, mais ça fait un peu froid dans le dos, que c'est déjà une œuvre achevée. Après, il y avait quand même énormément, Sylvie Durastanti dans son livre le rappelle, il y avait énormément de projets en cours, il y avait 8 ou 9 projets qu'on peut nommer. En tout cas, elle avait fait... moi, je voulais le dire comme ça, je vais faire une réponse un peu comme ça de Normand, mais il achevait une étape, en tout cas. Il y a au moment où La rue s'allume aurait pu être un film magnifique, enfin, c'est un film que j'aurais aimé voir, que je peux fantasmer voir. En tout cas, il était à une époque charnière. Il y avait quelque chose, il y avait un tournant de sa filmographie qui était achevé. Qu'est-ce que ça aurait donné après? Je sais pas. Ça, de toute façon, voilà, ça a duré 20 ans, quoi. Ça a duré il a commencé à tourner en 62, il s'est donné la mort en novembre 81. C'est 20 ans de cinéma. Je le dis dans la préface, en 20 ans de cinéma, exactement la même date, Fassbinder fait quasiment 200 films, des séries télé, des pièces. Glauber, Rocha, dont on ressort les films là, pareil. Enfin, les trois sont partis au même âge. Les trois sont partis à peu près au même âge et ont commencé au même moment. C'est l'œuvre la plus maigre en termes de quantité, comme ça. Mais ça ne se passe pas comme ça, ça n'a pas de sens de dire ah oui, là il en a fait 20, toi tu en as fait 6, il en a fait 4. C'est-à-dire que chaque film est allé enfin, voilà, à poser aussi. À poser des questions au cinéma, à poser une marque comme ça, un point d'interrogation, un question mark sur le cinéma, sur chaque endroit du cinéma. C'est une chose qu'il a aimé follement. Et j'ai oublié le titre de mon livre. Un amour si grand. Je crois que c'était un amour si fort. D'où il vient ce titre? Alors, en fait, d'où il vient ce titre? C'est une drôle d'histoire. Que je peux raconter ici, qu'il n'y a pas dans la vraie version n'est pas dans le livre. C'est que bon, Capricci est un éditeur courageux et valeureux, mais qui a besoin des aides du CNC ou du CNL. Et au mois de janvier, on a passé un oral pour avoir une bourse du CNL. Pour aider à la... Du CNC, d'ailleurs. Moi, je pensais que c'était le CNL, apparemment, c'était le CNC. Pour aider à finir un peu le prix du papier, a beaucoup augmenté les derniers mois, tout ça. On avait un peu besoin. Ok, et donc je prépare, 20 minutes d'un oral, je raconte un peu mes trucs. Et il y a un jury comme ça, vraiment, avec des gens qu'on connaît, des gens qu'on ne connaît pas. Et dedans, il y avait une actrice que moi j'aime beaucoup, mais que je ne connais pas dans la vie, qui s'appelle Nathalie Richard. Une actrice qui a joué chez Assayas, chez Rivette, qui est une grande actrice de théâtre aussi. Quelqu'un, vraiment, j'ai une estime. Qu'on voit souvent. Vraiment, femme superbe, vraiment une actrice. Elle sera dans l'oreille animale bientôt qu'on va passer. Vraiment passionnante. Et bon, comme dans tous les jurys, il y a le good cop et le bad cop et tout ça, et elle, c'est un peu le good cop. On sent qu'elle a envie que ce livre existe, il y a un dialogue. Et moi, j'essaye de tenir cette histoire-là, justement, qu'il aime. J'aimerais trouver une formule pour dire qu'à la fois, il a aimé le cinéma, plus que peut-être n'importe qui de sa génération, plus que Garel, il a aimé le cinéma comme dispositif, comme pouvoir, comme puissance, et en même temps, il l'a systématiquement cassé comme l'enfant chez Baudelaire qui casse le jouet pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et je vois Nathalie Richard, je sais pas, mais peut-être je me trompe, je lui ai pas parlé, je sais qu'elle a fait passer un mot à quelqu'un, elle m'a dit qu'elle avait adoré le livre, il y a 2 jours j'ai su ça m'a vachement touché. Je vois que Nathalie Richard a envie de me dire, je connais la formule qui te sauverait, la formule presque publicitaire, mais je ne peux pas te la dire. C'est comme ça que c'est comme en psychanalyse, tu te démerdes seul, quoi. Bon, les semaines passent, et en mars-avril, alors que j'étais en train de finir le livre, il se trouve que j'enseigne à Lausanne, je fais mes cours. Avant de prendre le train, je vais chez un disquaire, je collectionne beaucoup les disques, et le mec, il me connaît un peu, il me dit « j'ai rentré plein de disques expérimentaux vers le fond, regarde, il y a des trucs rares ». Et je vois des disques d'un musicien expérimental, pas que français, je crois qu'il est d'origine grecque, aussi roumaine, mais en tout cas qui a vécu en France à partir des années 60-70 et qui est mort pendant le Covid, juste avant le Covid, il s'appelle Guedalia Tazartes. Moi, je n'avais jamais réussi, on ne voit jamais ces disques, c'est introuvable.
Et je sais que c'est important pour plein de copains à moi, tout ça. Je me dis, tiens, c'est marrant, j'en vois jamais, j'en prends un. Il s'appelle Diaspora, qui est un des premiers. Bon, je ramène ça chez moi, et moi, souvent, j'aime bien que les disques, je les mets pas tout de suite sur la platine, j'aime bien qu'ils restent, ils parlent aux autres disques, comme ça, des fois, il reste un mois ou deux, des fois, je les écoute jamais. Bon, celui-là, il restait quelques jours, et puis le samedi après-midi, je fais cours le mardi, le samedi après-midi, j'étais là chez moi, en train d'écrire. Moi, j'ai besoin de musique, j'écris toujours en musique. Je me dis, tiens, je vais mettre le Guédalia Tartès. Comme c'est tout petit chez moi, entre la table et la platine et les disques, j'ai qu'à tendre le bras, je fous le truc, comme ça, tout en continu. Et je suis subjugué par ce que j'entends. C'est un travail sur la voix, sur... Vraiment, je sais pas, j'entends une musique qui me laisse par terre, comme ça, et je me dis, c'est quoi? Je prends la pochette, parce que je n'avais même pas regardé la pochette, non, vraiment, j'ai mis, et je vois que le morceau s'appelle « Un amour si grand qu'il détruit son objet ». Et je suis complètement stupéfait. Je me dis, exactement, j'en étais à la fin du livre, parce que le livre a été écrit dans la chronologie, j'étais exactement en train de me casser la tête pour essayer de trouver une formule qui pourrait ramasser tout ça. Un amour si grand qu'il tue son objet. Son objet, ça peut être le cinéma, ça peut être la femme, ça peut être l'alcool, ça peut être l'arme à feu, ce qu'on veut. C'est un amour si grand qu'il tue son objet. Et puis, une heure après, je suis là, je l'andouille un peu chez moi, enfin, voilà, et je procrastine, comme on dit, et je me dis, Guédalia Tartès, c'est quoi un peu son parcours et tout, je vais sur Wikipédia, quoi. Et là, je découvre qu'il a été... pendant de longues années, puisqu'ils ont même eu une fille ensemble, le compagnon de Nathalie Richard. Ah, belle synchronicité. Et je suis persuadé que c'était cette phrase-là qu'elle me disait, mais je la connais. En plus, c'est vraiment le morceau emblématique de Guédalia, que quand je galérais à essayer de dire qu'il aimait un truc, et qu'en même temps il le tue. Ben oui, c'est un amour si grand c'est pas qu'il tue, qu'il nie son objet. Un amour si grand qu'il nie son objet. Et à l'époque, le livre s'appelait pas du tout comme ça. On trouvait pas on avait trouvé plein de titres, mais il n'y avait rien de marché. Il y en avait que j'aimais bien, mais qui étaient trop longs. Et c'est mon éditeur chez Capricci à qui je racontais cette anecdote en disant là, c'est des moments un peu comme ça, on devient fou, on devient mystique quand on écrit des livres. Ça fait un an, on est chez soi, on sort pas de chez soi, on devient complètement dingue. Enfin, moi, j'étais en plus, on est quand même emporté aussi, c'est un peu dangereux d'écrire des fois sur un stage. Et là, je trouvais ça qu'il y avait un signe, et mon éditeur chez Capricci m'a dit, mais tu vois bien que c'est le titre du livre. Si ce n'est qu'on ne le mettra pas en entier, un amour si grand, et il faudra aller jusqu'au bout du livre pour avoir la fin de la phrase. Je vous invite à aller au bout du livre. Merci beaucoup Philippe Azouri. Merci infiniment. Merci.